Sébastien, bonjour. Sébastien, est-ce que ça fonctionne maintenant? Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous nous entendez? Amaury, est-ce que tu arrives? Je vois que vous avez déjà pas mal de messages. Ça a déjà commencé ou c'est normal que je ne vois et que je n'entende rien? Sébastien, bonjour. Oriane, dis-moi si tu nous entends, si ça joue toujours pas. Ouais, Sébastien, c'est tout bon. Hello, hello Lilou, salut Lilou, Oriane c'est ok, Sébastien, Jacques, ici ça fonctionne, Amaury, tout est ok pour moi, extra. Donc on a une petite frayeur au lancement, Pierre-André, bonjour, Quentin, bonjour, Mathilda, Alsadine, bonjour, salut Bernard, ça marche à Biarritz, alors si ça marche à Biarritz, on est sauvé, c'est tout est Bonjour à bon. tous. Voilà, donc bonjour à tous et puis bonjour à toutes. Merci d'être là avec nous nombreux parce que vous êtes plus de 500 en fait sur cette webconf pour parler d'anatomie et du lien avec entre l'anatomie et puis le mouvement. Alors pour cette conférence ce soir, eh ben, je suis pas seul. Je suis accompagné, même plutôt très bien accompagné. Attention, je te mets un petit peu la pression là. Donc, je suis accompagné de mon ami Mathieu. Ce que je vous propose, c'est déjà un peu de partager pour voir le sommaire de ce qu'on vous propose ce soir. Et puis après, on se présente un petit peu et puis on démarre directement avec ce contenu du type anatomie pour le mouvement. Donc, vous allez bien comprendre qu'on va passer des critères anatomiques, mais on va faire le lien entre ces éléments anatomiques et puis les manières de bouger, notamment les préférences motrices. Voilà. Alors, pour bien faire, je vais essayer de venir partager mon écran. Voilà. Et ce partage d'écran, nous y voilà. Normalement, vous voyez une jolie slide avec marqué Webconf Anatomie pour le mouvement. Donc, on va d'abord se présenter et ensuite, je vous donnerai quelques exemples de liens, 3 grands exemples de liens entre des éléments anatomiques et puis le mouvement. D'abord, le premier, il y aura un lien avec la taille, parce que c'est un élément très général. Est-ce que notre taille va impacter sur le mouvement? Ensuite, on viendra notamment pour les podos qui nous suivent cibler sur le pied. Et enfin, on viendra sur l'endroit où est le centre de masse. Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre l'équilibre et puis la hauteur de notre centre de masse? Ça veut dire aussi la longueur de nos jambes. Et on va chaque fois essayer de faire ce lien entre ces paramètres anatomiques et puis nos manières de bouger. Ensuite, et ça va être plutôt moi qui vais vous le présenter, ensuite Mathieu prendra le relais et va nous parler. Alors en fait, on vous avait plutôt dit qu'on vous présenterait l'araignée et puis le gorille. Et ben, finalement, on va plutôt vous présenter l'araignée et puis l'hippopotame. Donc on va vous présenter 2 types de corps, en fait, les corps plus araignées, les corps plus hippopotames. Alors vous allez voir une des grandes caractéristiques dans les schémas anatomiques, c'est qu'il n'y a pas de jugement de valeur. Il n'y a pas un type de corps qui va mieux que l'autre. Ce qu'on va essayer de voir, c'est comment les types de corps vont développer certaines forces et parfois vont être en difficulté dans d'autres types de mouvements. Et enfin, à la fin, on vous parle d'une formation qu'on donne. Alors, il y en a une au mois de juin, puis il y en a une au mois de novembre avec Mathieu. C'est la première formation, en fait, avec plein de contenu original sur cette anatomie pour le mouvement. Voilà. Alors, je vous dis déjà que sur cette formation, elles sont déjà 3/4 pleines, donc il reste 10 places dans chacune d'elles. Alors, ce que je propose déjà en premier lieu, peut-être, si tu veux bien, et puis honneur aux invités, c'est que tu puisses déjà te présenter, Mathieu, pour dire qui t'es, ce que tu fais de bien dans la vie, c'est le moment. Bon, bonjour à tous, Mathieu Toulza pour ceux qui me connaissent pas. Je suis podologue dans la région de Paris, dans la région parisienne, pardon. Voilà, j'exerce donc en cabinet libéral et en parallèle, j'ai développé une structure qui s'appelle Sport Posture Conseil, qui a pour vertu, tout du moins qui essaie d'avoir pour vertu de développer et de travailler ce qu'on appelle les morphopréférences. Donc c'est l'association de l'univers des préférences motrices, des réflexes archaïques, enfin tout ce qui tourne autour des motricités. Et des morphologies, qu'on appelle parfois, des fois, l'anthropologie ou l'anthropologie physique ou la morpho-anatomie. Voilà, et les 2 matchent très bien ensemble. Alors des fois, ça cohabite bien, ces 2 systèmes qui sont amenés à cohabiter ensemble en permanence. Et il y a d'étranges similitudes, et puis parfois, ça s'entend un peu moins bien. L'idée, c'est d'essayer de travailler un petit peu sur cet outil-là.
de le développer autant que possible. Et puis, en partageant ça avec le plus grand nombre. Et je te remercie, Cyril, de m'accueillir pour cette conf parce que c'est passionnant. Voilà. Donc Mathieu, c'est un podologue, un ancien champion de sport de combat, je me trompe Ouais, oui. Alors, j'aime pas le terme champion. Non, ouais, ancien sportif de haut niveau, mais il y a une vingtaine d'années de ça en karaté. Voilà, et puis c'est un professionnel qui s'est passionné d'éléments de morphologie. Voilà. Moi, pour un certain nombre, vous me connaissez, je m'appelle Cyril Jeanne, j'ai créé la société Volodalen il y a maintenant une vingtaine d'années, dans lequel on s'intéresse en particulier et dans 3 axes, le coaching, la clinique, la formation. En fait, il y en a 4, et puis la recherche et le développement, et on fait tout ça autour de l'individualisation du mouvement qui sont connus sous le terme de préférence motrice. Voilà pour cette première présentation. Je vous propose de rentrer directement dans le contenu. Je vois qu'il y en a une personne ou d'autres qui me disait qu'il y avait un décalage. Je pense que c'est à peu près résolu maintenant. Jacques, confirme-moi que tout va bien maintenant au niveau de l'audition, qu'il n'y a pas les mots qu'on dit qui se répètent, qui seraient désagréables. Voilà. Et pendant ce temps, je partage hop, le contenu. On rentre directement dans le contenu. Bien évidemment, à la fin, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure et puis on essaiera d'y répondre autant qu'on y arrive à la fin. Alors, je commence déjà par ce petit visuel. Enfin, ce petit visuel, ça dépend qui on regarde. Si on regarde notre gymnaste, on va dire que c'est un petit visuel, et si on regarde notre basketteur, on va dire que c'est un grand visuel. Là, c'est le plus grand des athlètes français, donc il faisait partie de la délégation aux Jeux Olympiques à Tokyo. Il faisait 2,18 m et vous savez quoi, il faisait pas de la gymnastique, il faisait plutôt du basket. Et la plus petite, eh bien, elle s'appelle Caroline et elle, c'était une gymnaste, elle faisait 1,45 m. Donc, on va s'adresser à la morphologie. C'est vrai qu'un des premiers éléments qui nous saute aux yeux, c'est la taille d'un athlète. Alors, si on prend la moyenne de la délégation française, pour les hommes, la taille moyenne, c'était 1,84 m, et puis pour les femmes, c'était 1,70 m, comme on dit en Suisse, ou sinon, c'est 1,70 m, comme on dit en France. Ce qui est à peu près 8 à 10 cm de plus que la moyenne de la population. Donc, si on crée une moyenne d'athlètes sélectionnés au JO, et qu'on faisait la moyenne de la population, vous voyez, c'est le petit graphique que vous voyez juste en dessous. Bien, on arrive dans ce qu'on appelle une zone d'intersection bivariée. Donc, c'est l'endroit où est-ce qu'il y a une relation entre la population moyenne d'athlètes et la population moyenne qui fait partie là, de quotidien et puis qui vit en France. Eh bien, il y a cette zone, elle existe, mais on voit qu'il y a clairement un décalage. Alors là, sur le petit visuel, je vous l'ai mis pour un lanceur de disque, mais voilà, on aurait pu le mettre si on le faisait pour le basket, on aurait vu que le décalage était encore plus important. Alors, est-ce que ça veut dire qu'en moyenne, pour participer aux Jeux Olympiques, est-ce que ça veut dire que pour participer aux Jeux Olympiques, il faut faire 10 cm de plus que la moyenne? Ben, vous connaissez le problème de la moyenne, c'est que si vous mettez la tête dans le four, puis vous mettez les pieds dans un réfrigérateur, vous allez dire qu'en moyenne, vous avez plutôt une température qui est agréable. Mais en fait, ça ne vous apporte pas beaucoup d'informations sur vos besoins. Et donc, à partir du moment où on va s'interroger sur un paramètre anatomique, le paramètre anatomique, on est obligé de l'interroger au regard d'un mouvement donné ou alors d'un sport donné. On comprend pourquoi les basketteurs, ils sont grands, parce qu'en gros, il y a une relation directe entre la performance et la capacité à aller attraper la balle haut et puis la lancer depuis un petit peu plus haut pour qu'elle atterrisse dans le panier. En gymnastique, on comprend aussi aisément que la gymnastique repose sur un grand nombre de compétences, mais notamment la capacité à tourner vite. Pour tourner vite, il vaut mieux avoir ce qu'on appelle un rayon de gyration qui est plutôt réduit. Et donc, pour un rayon de gyration qui est plutôt réduit autour du centre de rotation, il vaut mieux être petit. Si vous êtes petit, vous tournez plus vite, donc ça vous procure un avantage. Alors là, je veux dire, comme je viens de commencer la conférence, vous allez dire, mais j'enfonce des portes ouvertes, quoi, et tout le monde le sait. Alors allons voir maintenant un petit peu plus dans le détail, dans des endroits où le lien entre un paramètre anatomique et puis par exemple une performance, puisque là j'ai commencé avec cette relation taille-performante, elle est un petit peu plus ambiguë. Qu'est-ce qui se passe dans une population de joueurs de tennis à haut niveau? Là, je vous ai mis le plus grand des joueurs de tennis connus et puis qui a un bon niveau. Il s'appelle John Isner, c'est un Américain. Il fait 2,08 m. Donc, est-ce que c'est bien de faire 2,08 m ou est-ce que c'est pas bien de faire 2,08 m pour être performant au tennis?
Une manière de répondre à ça, c'est de regarder la taille moyenne en fonction du classement ATP. Là, vous avez la relation. Entre le 1 et le 10, vous avez à peu près 1,91 m de taille moyenne. Donc, les 10 premiers font à peu près 1,91 m de taille moyenne. Puis, on voit que cette taille se réduit. Quand on prend les 500 premiers, les joueurs font 1,85 m. Si on prend maintenant entre 2018 et puis 2000, si on prend la moyenne pondérée des 60 derniers joueurs qui ont gagné un grand chelem, eh bien, on arrive à une moyenne de 1,86 m, presque 1,87 m, avec le plus petit qui était Gaudio, puis le plus grand qui ont été Silic et puis Del Potro. Donc ça veut dire de nouveau, un joueur de tennis à peu près fait une dizaine de centimètres de plus que la moyenne de la population mondiale. Donc visiblement, en moyenne, de nouveau, ça n'enlève pas qu'il peut y avoir des petits, il y en a des petits dans le top 10, mais en moyenne, il y a un avantage visiblement à être grand. Alors, je vous laisse me dire éventuellement, tiens, on prend un petit peu de temps. À votre avis, vous pouvez le noter dans le chat, là à côté, ça peut être quoi l'avantage en fait d'être grand au tennis? Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Allez-y, vous pouvez écrire dans le chat. Vous pensez que être grand, ça apporte quoi comme avantage? Puis après, vous me direz ce que ça peut apporter comme inconvénient, parce que là, on est rentré dans un système où on va voir que avantage, inconvénient, tout dépend de la demande liée à la tâche. Donc, essayez de me dire, si vous arrivez à écrire dans le chat juste à côté, dites-moi, à votre avis, c'est quoi l'avantage? Voilà, on a déjà Sébastien qui arrive droit au but et qui nous dit, oui, l'avantage, c'est le service. Nicolas, pareil. Cet avantage, on va le voir de la même manière s'exprimer dans le lancer de disque, dans le lancer de poids. Il est évident, si vous venez lancer une balle depuis plus haut, vous avez un angle par rapport au filet. L'angle, vous êtes beaucoup plus ouvert si vous êtes plus grand. Et donc, vous avez plus de probabilité d'être performant au service. Alors, il y a Grégoire qui parle aussi de l'amplitude du mouvement. Pourquoi pas? Pourquoi pas, qui donne une quantité de mouvement plus importante et puis une capacité à produire de la vitesse dans la balle qui soit un peu plus importante. Nicolas aussi propose ça. Donc, vous êtes presque moitié-moitié à nous proposer l'amplitude du mouvement et puis l'autre moitié qui propose le service. Donc, le service, c'est clair qu'on a les données. Donc, je vous les remontre. Hop, voilà. Tac, regardez, ça c'est 4 chiffres qui nous montrent combien la taille est une relation directe avec la qualité du service. Là, le premier que vous voyez graphique en haut à gauche, il vous donne le pourcentage de premier service en fonction de la taille. Donc, on voit que, par exemple, à 1,96 m, les joueurs, donc on parle des bons joueurs, bien évidemment. Là, les bons joueurs, vous avez 68% de taux de réussite sur le premier service contre 61% pour ceux qui font 1,73 m. Donc déjà, quand on est plus grand, on réussit plus facilement le service sur cette simple règle de trigonométrie qu'on a évoquée. Ensuite, si on regarde le pourcentage d'ACE, donc là, ça veut dire point direct, eh bien, on retrouve que les gens qui font 1,96 m, les joueurs d'1,96 m, ils ont 14%, c'est énorme quand même, 14% d'ACE contre seulement 4% pour les joueurs d'1,73 m. C'est-à-dire que 10% des points, c'est gratos, c'est donné avec la taille. Ensuite, si on continue de regarder combien de pourcentage d'échanges sont gagnés sur un premier service, les joueurs qui font 1,96 m, ils gagnent à peu près 77% contre seulement 67% pour ceux qui font 1,73 m. Enfin, et là ça devient moins net quand même, il y a une petite tendance, notamment pour les plus grands, à ce que les échanges gagnés au deuxième service, ils soient aussi plus importants quand on est grand que quand on est petit. Donc, le premier gros avantage de la taille au tennis, qui pourrait expliquer qu'en moyenne, les joueurs de tennis sont plus grands, c'est le fait qu'ils servent mieux, et le service étant un élément technique tellement important, ça a un poids sur la réussite. Alors maintenant, une fois qu'on a évoqué les avantages, si vraiment ce n'était qu'un avantage, on n'aurait que des grands. Or, la moyenne de ceux qui ont le plus gagné, c'est entre 1,85 m et puis 1,90 m. C'est pas 2 mètres. Isner, c'est un bon joueur, à 2,8 m, mais ça n'a jamais été le meilleur joueur. Et pour le moment, il n'y a pas encore eu de joueurs au-dessus de 2 mètres qui soient des top 1, top 2 ou alors top 3 mondial. Donc, je vous propose de me dire maintenant, à votre avis, ça pourrait être quoi un inconvénient de la taille quand vous êtes joueur de tennis? Je vous laisse réfléchir. Donc, on a dit,
2 propositions sur les avantages, peut-être avoir une plus grande amplitude qui va faire que la balle va partir plus vite. Ça, pour le moment, on n'avance pas là-dessus. Deuxième, là, qui est très clair, c'est à partir du moment où je suis plus grand, et c'est exactement la même chose pour les lanceurs de poids, pour les lanceurs de disques, à partir du moment où je suis plus grand, je fais repartir une balle depuis plus haut, donc j'ai une angle d'incidence, j'ai une angle de balle qui va favoriser un bon service par rapport à quelqu'un qui est plus petit. Donc, inconvénient maintenant, puisqu'on n'a pas quand même, sinon je répète, on aurait aussi, comme les basketteurs, pourquoi on n'aurait pas des joueurs de tennis à 2,20 m? Eh bien, ça veut dire que si on ne les a pas pour le moment, c'est qu'on peut penser que cet avantage cache aussi un inconvénient, hein, comme si vous aviez le côté pile et puis le côté face d'une pièce. Alors, proposition, Sébastien, de Jacques, le déplacement, la vivacité, Nicolas l'avait cité, plus le joueur est grand, plus il peut avoir une vitesse qui diminue, effectivement, la mobilité pour Jean-Yves, déplacement rapide vers l'avant, voilà. Vous avez trouvé de suite quel pourrait être l'inconvénient. Ben, l'inconvénient, c'est qu'une fois que la balle a été mise en jeu, donc je n'ai plus l'avantage de mon service, on regarde ce qui se passe, par exemple, sur les pourcentages d'échanges gagnés en retour. Donc cette fois, je suis plus serveur, mais je suis receveur. Et là, on voit que c'est une corrélation linéaire, mais absolument inverse à celle qu'on a vue tout à l'heure. Plus je suis grand, moins je gagne. Vous voyez, hein, ceux qui font 1,73 m, ils sont à 40-41% d'échanges gagnés au niveau d'un retour, premier service, contre seulement 33%. Donc là, je perds 7-8%. Et c'est bien lié au fait que le niveau de déplacement, la capacité à fléchir, regardez Isner, c'est super impressionnant, hein. Eh bien, il est diminué par rapport à des joueurs plus petits qui ont une vivacité un petit peu plus grande. Donc voilà pour le premier critère. Il y a des environnements dans lesquels un paramètre anatomique fait la différence. On a donné 2 environnements clés. C'est évident que si vous faites 2,08 m et que vous voulez faire champion d'haltérophilie, il va falloir que vous soyez très fort. Donc, il y a des environnements dans lesquels une taille plus importante ou une taille un petit peu plus faible va produire de suite des avantages, et un grand nombre d'autres environnements dans lesquels c'est un peu un kiff-kiff. Donc, quand c'est un peu un kiff-kiff, ça veut dire que ça va traduire des styles de jeu, des manières de jouer, des manières de bouger pour me permettre d'aller au meilleur niveau de moi-même. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer cette grande taille à un élément beaucoup plus précis. On va venir regarder le pied. OK. Alors, sur premier paramètre anatomique, je vais vous proposer 2 paramètres anatomiques sur le pied. Le premier, c'est celui le plus visible quand on regarde un pied, enfin un de ceux les plus visibles. C'est cette différence entre ce qu'on appelle un pied creux et puis ce qu'on appelle plutôt un pied plat. Alors, là, j'ai une question de nouveau à vous poser. Essayez de me dire, dites-moi dans le chat, si vous pensez qu'un pied creux est plutôt lié à un style d'utilisation, un style de marche, un style de course, un style d'utilisation du pied, et quelle pourrait être la différence vis-à-vis de ce qu'est un pied plat. Donc, je vous laisse un petit peu me dire. Alors, bien évidemment, vous avez en fait déjà presque, je vous donne la solution, parce que j'ai déjà indiqué la slide, vous l'avez juste devant vous. Mais bon, je vous laisse juste me dire, historiquement, qu'est-ce qu'on entend plutôt par un pied creux, et de quelle manière on pourrait penser que le pied creux va venir bouger. Et donc, quels seraient les avantages associés à un pied creux, puis quels pourraient être les inconvénients associés à ce pied creux. Et inversement, pour le pied plat. Voilà, je vous laisse un petit peu me faire vos propositions dans le chat. Allez-y, n'hésitez pas. Les podos, là, je pense qu'il y a des podos qui nous suivent. Là, expliquez-nous ce qu'un pied creux peut faire, quels pourraient être ses avantages, quels pourraient être les inconvénients. Alors, Dorian nous dit les pieds creux se rapprochent du dynamisme et puis de la rigidité. Et puis le pied plat, alors, je vous laisse juste me dire. Si je reprends sur ce qu'évoque Dorian, c'est vrai que si on se représente une structure anatomique sur laquelle on met un poids en plein milieu, et que vous avez une structure anatomique qui ressemble un peu, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire, à une lame, comme une lame de ressort, on peut imaginer que le pied creux, historiquement, on va le voir comme un pied qui est fait pour générer du rebond. Vincent lui dit pied plat plus pratique pour taper dans la balle de tennis. Alors Vincent, il faut que tu m'expliques. Jean-Yves, pied creux coureur aérien, pied creux aérien flexible, pied plat plutôt terrien. Voilà. Donc on pourrait se dire,
Un pied plat, il va proposer une surface un petit peu plus importante dans le sol et on imagine plus facilement en train de faire un mouvement plus de déroulé, alors qu'un pied creux, il réduit les surfaces d'appui et peut-être que la simple déformation d'un pied qui a un peu de type ressort pourrait permettre quelque chose qui a à voir plus avec le rebond. Voilà, c'est naturellement, on est supposé, on peut penser ça. Nous, un des premiers sportifs que j'ai vu il y a maintenant très très longtemps et qui m'a vraiment ouvert les yeux sur ce que pouvaient être ses préférences, c'est un sportif qui était venu, j'étais responsable d'un institut de médecine du sport à l'époque, et puis il était venu à l'institut parce qu'il se blessait, il se faisait des aponevrosites, donc des douleurs d'aponévrose, des inflammations d'aponévrose, qui est la partie qui est juste sous le pied. Et quand j'ai vu son pied, j'avais un pied, mais alors creux de creux de creux. Et cet athlète, il était champion de France du 100 mètres haies. Alors vous allez me dire, ça n'existe pas, le 100 mètres haies, c'est le 110. Non, parce que c'était en minime. Donc en minime, c'était bien 110 mètres, 100 mètres haies. Et vous savez, quand on a des sportifs, on fait un ensemble de tests. Et le premier des tests, c'est qu'on va regarder s'ils sautent haut avec leurs cuisses. Donc, il y avait un protocole de test qui a été proposé dans les années 80 par un monsieur qui s'appelait Bosco. Puis moi, je faisais chaque fois passer ces tests. Et le premier, ça s'appelait le contre-mouvement de jump. Donc, on demandait aux sportifs de sauter. Et en fait, on sait que les gens qui sont très bons sur 100 mètres, c'est des gens, quand vous demandez un test de détente, qui sautent très haut. Du style 50, 55 cm, des fois 60 cm de détente. Et lui, je lui demande de sauter, alors qu'il était champion de France dans un sport de vitesse, et il me fait 37 cm. Alors je lui dis, il doit avoir erreur sur la marchandise. Je vois pas comment tu peux être champion de France de 100 mètres avec aussi peu, il y a un lien avec les fibres rapides, avec aussi peu de fibres rapides. Puis bon, je le crois, il me dit qu'il est champion de France, il est champion de France. Alors déjà, il me dit, oui, je suis peut-être champion de France, mais aux 50 mètres ou aux 60 mètres, je suis derrière les autres. C'est après seulement que je commence à remonter. Donc, je vais moins vite à générer de la vitesse, mais une fois que j'ai de la vitesse, je sais l'entretenir, la garder. Et donc, le lien avec ce pied ressort a commencé à se faire. Deuxième test qui était proposé dans ma batterie de presse s'appelait le drop jump. Le drop jump, c'est que vous partez avec 30 cm d'élan, puis vous sautez cette fois complètement en pied. Donc, vous imaginez bien qu'habituellement, si vous enlevez les cuisses dans votre saut, pour ne mettre que les pieds, vous allez sauter un peu moins haut, voire beaucoup moins haut. Et lui a sauté 12 cm de plus en utilisant que ses pieds, comparativement au fait d'utiliser ses cuisses. Donc, temps de contact à peu près 160 millisecondes. Donc, il était tout droit. Donc, il a juste mis la pression sur son pied, qui était ce pied creux. Et là, il est monté, mais alors comme une fusée. Donc, j'avais un des premiers exemples de ce que ensuite j'ai appelé les personnes ressorts ou les personnes élastiques, et qui, en 2010, sont devenus les aériens. Alors, maintenant, cet exemple, est-ce à dire que tous les gens qui ont les pieds creux sont des aériens? Alors là, non. En fait, dès qu'on va opérer un élément anatomique, on peut avoir des relations pour un sous-groupe, on peut avoir des relations très importantes pour un athlète donné, pour lui c'était le cas, et puis pas du tout pour une population générale. Donc, est-ce que le pied creux va donner des gens qui sont super rebonds? En moyenne, il peut y avoir une relation, mais pour un individu donné, eh bien, la relation, elle va être des fois très importante et des fois ne pas exister du tout. Vous allez voir, tous les professionnels de santé ou du sport l'ont vu, des gens qui ont les pieds creux, puis qui vont l'utiliser pour faire plutôt un système de déroulé plutôt qu'un système de rebond. Voilà. Donc, ça veut dire que quand on va regarder notre critère anatomique, on se dit en moyenne, le pied creux va nous proposer peut-être plus de ressorts, peut-être moins de stabilité, mais c'est une moyenne. Donc, il va falloir opérer selon des grandes probabilités et ne pas se dire, parce que tu as le pied creux, il va falloir absolument que tu rebondisses. OK, donc allons un petit peu plus loin que ces notions de pied creux et puis de pied plat pour aller voir, pour ne pas rester juste là-dessus, parce que ce n'est pas suffisant, pour aller voir un autre paramètre anatomique du pied. Voilà. Déjà, pour aller contre cet élément, le pied creux, c'est celui qui va sur l'avant, et puis le pied plat, c'est celui qui déroule. Regardons les populations africaines. Les populations africaines, on peut voir toute forme de pied, de nouveau. C'est toujours des probabilités. Mais en moyenne, il y a quand même de nombreux pieds plats. Là, vous l'avez sur la photo. Donc je vais régulièrement en Afrique. Je peux vous garantir que petit mollet puis pied plat, vous voyez ça assez régulièrement en Afrique. C'est des éléments ethniques. Maintenant, lui, il s'appelle Aptom. C'est un coureur d'Afrique de l'Est, donc de l'autre côté de la vallée du Rift,
qu'on suit. Et si vous regardez son appui, là, vous voyez combien il a l'appui complètement sur l'avant et puis sur l'extérieur du pied. Sa motricité, c'est un aérien plus, plus, plus. Et son pied, c'est une patate. Il est à plat de chez à plat. Et alors, vous allez me dire, bah oui, ça va pour Aptom. Alors là, je vous montre ça, c'est sa foulée. Donc, une foulée plutôt super dynamique, avec un pied super large et complètement plat. Et regardez l'usure de sa semelle, vous voyez qu'il a une usure qui est complètement externe. Donc, ce qu'il fait, c'est bien une extension supination. Donc, il utilise un modèle comme s'il avait un pied super dynamique, ce qu'il a, avec une structure anatomique comme si c'était plutôt un pied qui était organisé pour faire un déroulé. Donc, preuve de plus qu'il va falloir prendre en compte à la fois les éléments moteurs, puis à la fois les éléments anatomiques. Voilà. Je vous le refais pour un paquet d'athlètes issus de l'Afrique de l'Est. Là, voilà, ça c'était dans le projet Ineos Under 2 Hours sur le marathon. Vous allez voir en moyenne des appuis chez les Africains de l'Est plutôt dynamiques avant-pied, et plutôt, vous allez voir, des pieds plats plutôt que des pieds creux. Voilà. Donc, de nouveau, il va falloir raisonner ethnie par ethnie et bien venir capitaliser à la fois sur la connaissance du mouvement et puis sur la connaissance de l'anatomie. Hop là. Alors, l'autre paramètre qu'on peut prendre en compte sur le pied, qui paraît un paramètre un peu bizarre, c'est de regarder la longueur du pied et puis de regarder si le calcanéum, on regarde si le talon, il est plutôt long. Alors, plutôt que le calcanéum, en fait, on pourrait regarder où est l'axe de rotation de la cheville. Et en fait, on va se rendre compte, quand on fait ça, quand on voit ça, que parfois l'axe de rotation de la cheville, si vous prenez la cheville, donc c'est vraiment l'axe de rotation cette fois, eh bien, parfois, il est plutôt sur l'arrière du pied et parfois, il est un petit peu plus sur l'avant du pied. Voilà, je vous le présente ici. Vous avez 3 pieds creux, donc là, j'ai choisi plutôt des types pieds creux. Et regardez le pied de gauche, comment le talon est long. Regardez le pied du milieu, puis regardez le pied droit, le pied à droite. Et donc, si on prend la distance entre l'axe de rotation que représente la cheville, la malléole, et puis l'arrière du pied, ben, on peut avoir des différences presque de 8-10% de différence de longueur. Donc, le pied, là, que j'ai appelé numéro 3, vous voyez qu'il a un axe de rotation qui est super en arrière par rapport au pied numéro 1, qui lui a un grand talon. Donc, à votre avis, dans un mouvement, qu'est-ce que va générer un grand talon? Et qu'est-ce que va générer un axe de rotation plutôt plus court? Ben, l'axe de rotation, ça c'est des études en fait qui l'ont montré, il y aura une tendance chez les personnes qui ont une malléole un peu plus en arrière, donc un talon un petit peu plus court, à venir être dans ce qu'on appelle ce cluster 1, là, donc les personnes qui ont une tendance à venir présenter un appui plus avant-pied. Donc l'appui plus avant-pied, on va le voir chez les aériens, mais on va aussi voir une structure du pied qui va être avec un axe de rotation, qui pourrait être avec un axe de rotation un petit peu plus court. Pourquoi? C'est des simples paramètres physiques pour venir porter la force, tenir la force dans le cadre de ce bras de levier. À l'inverse, si vous regardez le cluster 3, donc cluster 3, là, dans cette étude de Forrester de 2014, c'est les gens, même si vous faites varier la vitesse, ils restent en talon. Et bien là, vous les voyez rester en talon, ben, il y a beaucoup plus de probabilités que ce soit des gens qui ont une malléole qui soit un petit peu plus en avant, donc un calcanéum, un talon plus long. Si vous avez un talon plus long, physiquement, ben, il y a beaucoup plus de probabilités que vous posiez en premier le talon et donc vous ayez un système de déroulé plutôt qu'un système de rebond. Alors des fois, on peut aller sur des grandes généralités. Hein. Si vous me trouvez un athlète qui a les pieds longs, un grand calcanéum, des toutes petites jambes, et puis qui court complètement sur l'avant-pied, appelez-moi, ça m'intéresse beaucoup. Parce que là, on vient dans des grandes tendances dans lesquelles l'anatomie se met à contraindre de manière très importante le type de mouvement. Voilà, ça c'était la deuxième entrée pour vous montrer que parfois, il n'y a pas de lien immédiat entre l'anatomie et du mouvement, et parfois les liens sont extrêmement forts. Voilà, c'est ce qu'on vient d'évoquer sur ce deuxième paramètre. Troisième et puis dernier paramètre, je vous propose d'aborder avant d'aller voir notre hippopotame et puis notre araignée, eh bien, c'est la longueur de jambe par rapport à la taille. Donc, cette longueur de jambe par rapport à la taille, on l'appelle l'indice cornique.
On peut voir plusieurs types de corps et on peut voir notamment des corps qui vont venir avec des petites jambes et puis des troncs plus longs. On va en parler juste après. À l'inverse, on peut voir des corps qui développent un centre de masse qui est super haut placé. Donc, il y a des grandes jambes cette fois et puis un centre de masse super haut placé. Eh bien, là, on peut se poser la question du rapport à l'équilibre. Et pour poser cette question, on peut aller voir plusieurs types d'animaux. On peut le faire chez l'homme, mais on peut le faire chez tous les animaux. Et vous allez voir qu'il y a des lois physiques qui font qu'il n'y a pas tellement d'autres choix quand un centre de masse monte que de développer des grandes tiges en bas. Vous ne pouvez pas, en fait, sur des contraintes physiques, monter votre centre de masse de manière importante en gardant des jambes qui ont un volume très important. Pourquoi? Parce que simplement, là, vous allez vous rapprocher d'une sphère, et une sphère, dans un monde soumis à la pesanteur, ça vous donne une compression, donc ça vous donne un volume, un poids super important, qui amènerait même à une compression trop importante de l'ensemble des organes du corps. Donc, à partir du moment où vous pouvez penser un peu à tous les animaux, à partir du moment où vous voulez monter votre centre de masse, eh bien, vous devez diminuer la quantité de tissu qui est en dessous. Si vous diminuez la quantité de tissu qui est en dessous, ça veut dire que pour générer votre mouvement, il va falloir faire appel plutôt à des éponévroses, plutôt à des tendons qu'à des grosses masses musculaires. Ben, qu'est-ce qu'on fait avec des grandes tiges en centre de masse un peu plus élevé, avec des aponévroses et des tendons? Ben, on fait ce qu'on appelle le modèle masse-ressort, donc de l'étirement renvoi, et donc plus un modèle qui a à voir avec le système qu'on appelle aérien. À l'inverse, si on a des grosses masses musculaires, on peut plus faire tourner nos poulies. Les poulies, c'est quoi? C'est nos articulations, et générer donc plus de mouvements de flexion comme le fait un terrien. Voilà, ça on peut l'opérer sur deux grandes catégories, par exemple de population. Je vous donne les Maoris, on regarde comment ils sont gaulés, puis on regarde les mouvements spontanés qu'ils réalisent. Voilà, là vous avez la danse, le haka des Maoris. Voilà, si vous voulez, souvent je le dis, si vous voulez savoir, si vous oubliez ce que c'est que la motricité terrienne, bah vous regardez un match de rugby, puis vous regardez le haka avant un match de rugby, et vous allez voir des motricités d'ancrage qui démarrent derrière, qui viennent s'opérer sur l'avant, donc des grands mouvements d'adduction avec un centre de masse qui diminue. Donc on voit plutôt des corps qui créent du volume musculaire, qui avec ce volume musculaire vont générer un mouvement d'ancrage. Tout l'inverse de ce qu'on repère en Afrique de l'Est, où là on est chez les Maasai. Chaque fois c'est des danses traditionnelles, j'insiste là-dessus. Ce que je suis en train de vous dire, c'est il pourrait exister un lien super important entre les formes de corps, les mouvements privilégiés et même les danses. Donc les danses, normalement, on classe dans la catégorie culturelle. Et même les danses privilégiées, ça c'est la danse traditionnelle des Maasai, ça s'appelle des tentatives de record de rebond en pied. Voilà. Les gens de l'athlé adorent. On appelle ça de la pliométrie, voilà. Alors, comme dans toute population, il y a des gens qui sont meilleurs, des gens qui sont un peu moins bons, mais regardez ces corps en fil, ces corps très filaires, et avec cette compétence à venir faire des rebonds. Et maintenant, pour comprendre ces liens là entre anatomie, mouvement et puis danse, imaginez les Maasai en train de faire le haka, je crois que ça va faire rire tout le monde. Et imaginez les Maoris, regardez lui, il est champion quand même, et imaginez les Maoris en train de faire un système de rebond. Voilà. Même la manière de chasser, la chasse à l'épuisement pour les Maasai, est directement proportionnelle à ces formes de corps, qui sont proportionnelles dans ce cas-là au type de mouvement que je vais induire. Donc ça va super loin. Alors là, dans le 19e siècle, il y avait deux chercheurs, un qui s'appelait Alem, et l'autre qui s'appelait Berman, qui avaient proposé une hypothèse super intéressante qui disait quand il fait chaud et sec, les corps vont vers un fil, ces corps filaires là, pour pouvoir, parce que c'est la forme géométrique, la ligne, qui permet d'évacuer le plus de chaleur, parce qu'il y a moins de volume, plus de surface, moins de volume, donc j'évacue la chaleur. À l'inverse des corps qui sont dans des environnements plutôt humides ou alors froids, allez voir ce qui se passe dans les environnements montagnards, vous verrez rarement des populations entières de montagnards qui sont gaulés comme les Maasai, parce que c'est des gens qui ont vite froid. Et donc là, il faut plutôt développer un corps qui est un corps qui vient autour de la bulle, parce que la bulle, c'est le maximum de volume pour le minimum de surface. Donc, pour garder sa chaleur,
c'est plutôt favorable. Donc, vous voyez, forme de corps, éléments métaboliques, éléments anatomiques et type de mouvement privilégié auraient un lien direct. Bien évidemment, c'est super important à notre sens de connaître ce lien, parce que combien de fois on voit dans nos consultations, par exemple, une personne qui vient pour des problèmes de mollets et qui vient avec un bassin super large, des petites jambes, et puis à qui on a dit qu'il fallait courir avant-pied. C'est en moyenne, si vous avez un bassin large, c'est plutôt qu'il est fait pour l'ancrage et puis pour tourner plutôt que rebondir. En moyenne, c'est pas bien sûr le seul critère à prendre en compte, mais la relation, on peut s'attendre à ce qu'elle soit super important. Ça n'empêche pas que ce monsieur-là, il existe. Vous voyez, il a des grandes jambes, hein, regardez. Hein. Si on prenait l'indice cornique, longueur de jambe par rapport à longueur de tronc, ben on dirait qu'il a quand même des grandes jambes. Et regardez comment il joue. Donc, ça n'empêche pas qu'on a le droit, avec des grandes jambes, de faire de la flexion. C'est une motricité terrienne. Il a des grandes jambes et il fléchit. Donc, pour un individu, on n'est pas forcément dans la norme, mais en moyenne, plus le centre de masse va être haut placé, plus il y aura une tendance pour une personne à utiliser le modèle masse-ressort. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, chaque fois qu'on a un sportif, chaque fois qu'on a un patient qui vient, on écoute ce qui est son objectif, peut-être ne pas avoir mal, peut-être atteindre une performance, et on vient décrypter ce qu'il nous dit en regardant sa structure, donc son anatomie. Pour nous, l'anatomie, c'est le plus important. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est spécialiste des préférences qui vous le dit. Pourquoi c'est le plus important? Parce qu'une fois qu'on vous a livré en kit de montage un bassin ou un pied, vous ne pouvez plus changer. Donc, vous devez faire avec. Ce n'est pas adaptable. Le deuxième niveau qu'on prend en compte, c'est les mouvements automatiques, ce qu'on appelle les réflexes. Ensuite, les préférences, qui nous intéressent beaucoup, parce que c'est une manière de bouger qui vous est spécifique et qui peut s'adapter aux contraintes du milieu. Puis après, on regarde ce que vous faites. Mais vous voyez bien que dans cette formation anatomie pour le mouvement, ce que l'on pose, c'est la base de la pyramide. À partir du moment où on connaît les liens entre la base de cette pyramide et puis ce qu'il y a au-dessus, on peut plus facilement proposer qui le bon traitement, qui les bons exercices pour aller chercher la performance. Voilà pour cette première partie. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que je vous ai toujours pas perdu. Vous êtes encore là? Voilà, Nicolas, il nous dit j'ai les pieds plats et puis je suis aérien, donc c'est pas lié au fait d'être aérien pour toi. Oui, Nicolas, t'en fais pas, c'est pas un souci, t'es pas le seul. Ça arrive régulièrement. Voilà. Ok, donc ce que je propose maintenant, c'est, j'ai beaucoup parlé et je commence à avoir soif. J'espère que ça va pour vous. Je propose qu'on continue cette fois par non plus seulement 3 critères. Là, on vient de prendre la taille, on vient de prendre la hauteur du centre de masse, puis on vient de prendre la forme des pieds. Non plus seulement 3 critères, mais essayer de voir globalement, quand on regarde un corps, dans son ensemble, qu'est-ce qu'il a tendance à nous dire? C'est-à-dire, qu'est-ce que les formes de corps ont tendance à venir du noder sur une organisation anatomique, et puis pourquoi pas sur une organisation. Et quel lien il y aurait entre 2 formes de corps? Là, on ne va pas en passer 1000, hein, on va en passer 2. Celle qu'on va appeler l'araignée, celle qu'on va appeler l'hippopotame. J'insiste, ne mettez 0 jugement. S'il y a du jugement sur un système anatomique, il n'y a pas d'intelligence. Partout où il y a du jugement, il n'y a pas d'intelligence. Donc, si vous vous dites j'ai un corps hippopotame, c'est super bien. Et un corps araignée, c'est super bien aussi. En fait, tout est super bien, c'est génial. Faut être arachnophobe. Mathieu, c'est que je partage cela et puis tu peux nous parler un petit peu, c'est quoi ces notions d'araignée là et puis ces notions d'hippopotame, c'est un peu bizarre, non? Ouais, c'est ce que je te disais, faut pas être arachnophobe en fait, mais sinon l'araignée a plein de vertus et les hippopotames également. Effectivement, pour reprendre ce que tu disais, peut-être pour être dans la continuité de ton discours, les morphologies, c'est un élément qui est assez incroyable parce que c'est quelque chose qu'on a sous les yeux et sur lequel parfois on a tendance à passer rapidement pour aller chercher directement la complexité, alors que la morphologie nous dit quelque part facilement, non pas facilement, mais nous dit comment ce corps est utilisé. Et par les principes de base, d'entrée de base que tu viens de nous expliquer, c'est déjà une porte d'entrée sur l'individu avant même de lui avoir parlé. On a déjà une apparence. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on a déjà observé la personne.
Donc ça fait déjà sens. Et pour aller dans la continuité de ce que tu illustres très bien, effectivement, il n'y a pas de bonne morphologie. C'est souvent la question qu'on nous pose, c'est et quelle est la morphologie idéale? Bah, en fait, il n'y a pas de morphologie idéale. C'est quel contexte? Dans quel contexte je vais être? Tu l'as très bien illustré avec le basket ou avec la gymnastique. C'est d'abord un contexte, en fait. Comme les motricités aussi, c'est toujours pareil, il y a des contextes qui sont plus propices à l'expression de certaines motricités. Ça ne veut pas dire que les autres sont foutus, ça veut juste dire qu'il va peut-être falloir les nuancer. Bah, la morphologie, c'est la même chose. Donc, il y a des environnements dans lesquels certaines morphos sont favorables et d'autres dans lesquels elles le sont peut-être un petit peu moins. Ça ne veut pas dire que les environnements dans lesquels les morphos sont peut-être a priori pas favorables ne vont pas y arriver. Absolument pas. Ça veut juste dire qu'au départ, on a un pilote de F1, c'est le système nerveux, on a une structure, c'est la morphologie, et on va essayer de dealer, les deux vont dealer ensemble pour exprimer le meilleur mouvement. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Et donc pour reprendre le parallèle avec le règne animalier, l'intérêt, c'est que même sur des gens qui n'ont pas forcément cette habitude de regarder les gens sous ce prisme-là, l'image animalière est peut-être plus parlante, en fait. Quand on parle à Hippo, alors les gens imaginent le volume, c'est pas forcément qu'un volume, c'est surtout un centre avec des petits membres. C'est pas une tare en soi, c'est juste des avantages et des inconvénients. Et puis l'araignée, c'est un peu l'inverse. C'est un centre plutôt court et des extrémités plutôt longues avec tout ce que ça suppose sur le plan de la motricité et de l'interaction avec l'écosystème qui est autour de nous, quoi. Ce que je te propose peut-être, c'est justement qu'on commence par un contexte bien particulier. On est aux Jeux Olympiques en 1968 et puis il y a un gars qui décide de sauter de manière un petit peu bizarre. Je vous le montre en vidéo. Voilà, on est là. Ce gars, vous le connaissez, il s'appelle Fosbury. Regardez de nouveau, je vous fais une petite pause sur image et regardez comment il est gaulé. Donc regardez son corps, en fait, ses rapports anatomiques, et on y va. Et pour la première fois, il décide de passer sur le dos. Jusque-là, il y avait plutôt des sauteurs qui utilisaient ce qu'on appelle le ventral. Donc en fait, ils sautaient, hop, sur le ventre. Drôle d'idée, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu en penses, Mathieu? Tout à fait, exactement. Alors après, effectivement, Fosbury a véritablement révolutionné la technique, mais parce que c'était la rencontre d'une forme de corps avec un environnement. On en discutait ensemble en off sur le fait que c'était la première fois qu'aux Jeux Olympiques, les Jeux se déroulaient sur un sol plutôt dur. Donc ça appelle du rebond, de l'énergie, de l'élasticité, plutôt de l'extension, donc des corps avec des centres de masse plus hauts, versus avant où c'était sur des sols un peu plus meubles, un peu plus mous, où les corps avec des troncs plus longs et des segments inférieurs plus courts, avec plus d'ancrage et donc peut-être plus de poussée vers l'avant versus vers le haut, étaient plus favorisés. Voilà, donc c'est encore une fois, c'est la rencontre avec d'un corps, d'une motricité dans un écosystème bien particulier. Donc c'est juste pour reposer, 1968, c'est les premiers Jeux Olympiques qui se déroulent sur du tartan. Donc même plus qu'encore dur, en fait, le tartan, c'est un système élastique. Donc les années 60, c'est la bascule, l'invention des matériaux qu'on va appeler ensuite viscoélastiques. Jusque-là, si vous regardez en 64 par exemple à Tokyo, les athlètes, ils couraient et puis ils sautaient sur quoi? Ils sautaient en fait sur un espèce de sable compact. Et donc le sol était beaucoup moins réactif. Et ce que l'on voit apparaître avec Fosbury est apparu exactement au même moment avec les coureurs à pied. Donc ce qui était proposé par exemple à un sprinter, c'est on disait qu'il fallait qu'il ait un gros moteur, des gros muscles, et puis il devait pousser. Et à la fin des années 60, début des années 70, on commence à se rendre compte qu'en fait, il faut surtout qu'ils viennent rebondir. Donc, vous voyez, il y a à la fois un changement de l'environnement avec des matériaux viscoélastiques et on commence à voir le corps comme ce que l'on a mis dans le monde. On est des espèces d'artisans, on ne se connaît pas bien, mais on se regarde dans un miroir. Donc, on commence à voir des corps qui viennent générer des mouvements eux-mêmes viscoélastiques. Et c'est quoi ces formes de corps? C'est des formes de corps qui deviennent beaucoup plus araignées. Alors, tu arrives à nous parler un petit peu de ce que c'est que cette araignée Fosbury? L'araignée Fosbury, c'est tout simplement en fait la partie la plus lourde sur un corps, c'est le tronc. Donc plus ce tronc va être haut perché, plus quelque part on va avoir entre guillemets de facilité à lui faire passer un obstacle ou une limite haute. Et Fosbury était assez révolutionnaire en soi, au-delà de sa technique, c'est que son corps était sur l'observable quelque chose de nouveau. Et donc, son centre de masse était plutôt haut perché. Donc, il était déjà plus près de la hauteur qu'il devait traverser versus ceux qui avant avaient un corps un peu plus long, tout du moins un tronc un peu plus long avec des segments un peu plus courts. Et ça a déjà été une révolution en soi. La deuxième, c'est donc du coup cette fameuse technique dorsale
bah, le fait de pouvoir passer en dorsale, effectivement, si on a un centre de masse haut, ça permet du coup de travailler à la verticale, et le fait de pousser à la verticale, eh ben ça, en passant sur l'arrière, c'est plus propice que si je reste en ventrale où quelque part mon corps va avoir moins de facilité à produire du mouvement vers le haut et à aller vers l'avant. C'est où il va vers l'avant, où il va vers le haut, mais faire les deux, ça va être compliqué. Donc ça, c'était déjà un vrai changement en soi, cet aspect morphologique. Et enfin, ce qui est à signaler, et c'est là où on voit que la forme de corps a véritablement, la sienne tout du moins a véritablement changé le paradigme, c'est que 8 à 10 ans après, eh ben, la plupart des sauteurs en hauteur avaient tous des formes de corps comme la sienne en fait. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé puisque les 30-40 dernières années du XXe siècle, on a commencé à voir apparaître ce genre de phénomène dans les plupart de dans de nombreuses disciplines au plus haut niveau mondial. Il y avait beaucoup plus de similitudes entre chacun des athlètes d'une finale olympique qu'ils n'avaient eux-mêmes avec leurs propres membres de leur fratrie ou de leur famille. Et ça, c'était un vrai changement. Est-ce que ça veut dire est-ce qu'on peut dire en fait que le ventral c'était la force et puis que sur le dos c'est beaucoup plus de la réactivité, donc de la vitesse? Effectivement, on peut l'envisager. Alors, on peut toujours se poser la question. C'est la rencontre d'une structure avec un système nerveux, et c'est le système qui cherche à produire le meilleur effet. Mais pour l'anecdote, c'est vrai que Fosbury, quand il était tout jeune, il a été comme tout le monde, il a appris à faire du ventral, mais il sentait qu'il n'était pas à l'aise en fait. Et c'est lors d'une compétition collégienne, enfin entre intercollèges, puisqu'il faisait beaucoup ça à l'époque, où il a vu un jeune sauter en dorsale et il s'est mis lui-même à essayer de le copier. Comme on est des êtres imitants, il a essayé à son tour. Et ça a vraiment matché. Il s'est senti très à l'aise. Son coach était assez sûr qu'au départ. Et c'est comme ça, c'est lui qui a porté, si j'ose dire, au vu et au su de tous, cette technique-là. Mais il l'avait vu lui-même, tout jeune, réalisée par un petit jeune en intercollège. Mais celle-là, cette technique-là, pour cette forme de corps qu'il avait, bah, matchait très très bien. Et du coup, bah, il a su la rendre extrêmement performante. Donc pour comprendre ces liens, parce que là on décrit un corps plus araignée avec un appui plus réactif qu'on appellerait un petit peu plus aérien. Par exemple, les spécialistes de saut, ils différencient encore aujourd'hui, même pour les gens qui font le dorsal, ceux qui vont avoir un appui plus court et puis qui vont se caractériser par ce qu'on appelle le membre oscillant. Donc c'est pas celui qui est à l'appui, c'est l'autre. Un membre oscillant qui est plus regroupé. Et donc, ce membre oscillant plus regroupé, ben, ça va accélérer la vitesse de rotation. Puis, il vaut mieux accélérer sa vitesse de rotation quand on a des tissus qui sont là et qui préfèrent avoir une vitesse, donc un temps de contact plus court. Alors que ceux qui sont plus en force auront une tendance, déjà en général, à avoir des masses musculaires un petit peu plus importantes, parce que c'est quand même la surface transversale de la masse musculaire qui va produire de la force, et avoir un membre oscillant qui est beaucoup plus tendu. Donc, vous voyez, c'est à la fois la technique du saut qui a été modifiée, mais c'est aussi, même dans une technique modifiée, en dorsale, vous allez voir des gens qui ont opéré plus en force par rapport à d'autres qui ont opéré plus en vitesse. Est-ce que tu as d'autres caractéristiques à nous donner à cette araignée et puis peut-être nous dire avec quel type ces corps araignées, donc très longilignes, grandes jambes, petit buste, dans quel cas ça matcherait bien avec quelle discipline, puis dans quel cas ça pourrait mettre en difficulté? La caractéristique première de l'araignée, bah, ne serait-ce qu'à l'observable, un petit tronc et donc des segments bas ou hauts très longs est propice à tout ce qui est discipline qui nécessite d'interagir à distance. Donc les sports de combat me viennent à l'esprit en premier lieu, bah oui, parce que la boxe, par exemple, c'est l'art de toucher sans se faire toucher. Donc plus je maîtrise la distance, plus j'ai de sens de matcher. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des araignées à la boxe, parce qu'à la boxe, il y a surtout également beaucoup de gorilles qui ont des bras longs et qui n'ont pas forcément besoin de leur membrane. Mais dans tous les sports qui nécessitent d'interagir à distance, donc on en a mis quelques-uns. Le judo, c'est un sport de combat, non? Ouais, le judo, c'est un sport de combat, tout à fait. Ça match ça ou pas pour le judo? Non, tout à fait. Le judo, c'est un sport de combat. Après, le judo, il y a aussi beaucoup de flexion, beaucoup d'ancrage, parce que il y a beaucoup moins de flexion en boxe qu'il y en a au judo. Hein, puis, donc, du coup, les formes de corps, les katés aussi également sont différents, puisque selon le poids, selon la dynamique, en fait, il faut toujours se poser la question dans les disciplines, quel est le geste qui performe? En fonction de ce geste qui performe, automatiquement, ça va avoir tendance à nous orienter vers des structures corporelles plus adaptées à ce geste qui performe. Ça veut pas dire que les autres ne pourront pas le faire, comme tu l'as dit pour les tennismen. Ça veut juste dire que naturellement, certaines structures vont être plus faciles pour produire ça. Et après, ça va matcher avec des motricités. Donc l'araignée, par exemple, c'est vrai que ça matche bien avec de l'aérien. Pourquoi? Avec de l'aérien plus plus. Parce que l'aérien plus plus, si on le caricaturait un petit peu, c'est une structure, c'est un corps, c'est une motricité qui aime la verticalité, donc de la raideur, donc peu de flexion. Or, quand on a un membre inférieur long, la flexion est tout de suite beaucoup plus problématique que quelqu'un qui ferait la même taille que moi, mais qui aurait un membre inférieur plus court. Donc, automatiquement, si je suis aérien et qu'en plus je suis araignée,
bah, c'est la rencontre d'une structure avec un système qui vont plutôt bien matcher, donc plutôt très adaptés, mais qui seront peut-être un petit peu moins adaptables dans d'autres sports, qui se nuanceront, où la structure et la motricité pourront se nuancer. Donc ça, c'est intéressant. L'araignée, elle aime l'extension et puis elle aime la distance. Oui, effectivement, voilà, c'est une bonne manière de voir les choses. Et donc, c'est vrai que tous ces sports qui nécessitent, dont les paramètres de la distance et de l'extension, de la production de saut et du rebond, ces structures corporelles-là sont effectivement très intéressantes. Peut-être ajouter quelque chose par rapport à ceux qui nous écoutent. En aucun cas, parce que je suis aérien, je n'aurai un corps araignée. C'est deux systèmes différents qui se rencontrent. Mais bien sûr que des fois, il y a des tendances, comme tu l'as très bien dit, on a des moyennes, mais il ne faut pas oublier les extrêmes. Et on a tout à fait des gens qui sont aériens et hypo, on va le voir après, et d'autres qui sont plutôt terriens et qui sont araignées. Voilà, c'est pour répondre aussi à une question que j'ai vue là passer. C'est toujours un deal entre ces deux systèmes. Et donc les inconvénients d'une araignée, on le voit également, si je suis nageur, la nage, enfin la natation, si on prend l'exemple de Michael Phelps par exemple, qui est une des stars, si ce n'est le plus grand nageur de tous les temps, mais il a un très long tronc. Alors il est très grand, il fait 1m93, mais il a un très long tronc. Il a des très longs bras et il a des jambes pas si longues que ça. Donc c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler nous un gorille. Du coup, il a des bras de levier comme des pagaies, les bras. Il a un tronc qui flotte et qui a un système de flotte comme un hors-board en fait. Donc c'est très avantageux. Et il a des pieds très longs, il fait du 52, donc des vraies palmes. Par contre, son membrane, il est long, mais il n'est pas trop long. Donc ça lui permet d'avoir de la puissance, sans avoir le handicap d'avoir des jambes trop lourdes. Parce que si j'ai des jambes trop lourdes, je vais avoir tendance à piquer vers le bas. Et donc là, ça a tendance à me freiner. Donc Michael Phelps, pour le coup, là encore, c'est une structure, au-delà du talent, une structure, une motricité, dans un écosystème très propice, et donc il a performé. On a l'araignée, elle nage ou elle nage pas? Ça dépend. Donc, ce que tu dis, c'est que ça peut être un peu plus défavorable. Oui, bien sûr. Parce que la taille des membres inférieurs peut amener un petit peu moins de ces éléments de flottabilité. Voilà, tout à fait. Parce que la morpho-osseuse, là, quand on parle de ces caricatures animalières pour que ça parle aux gens, on ne parle que de la longueur osseuse. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a avant tout aussi la longueur musculaire qui va venir nuancer tout ça. Là, on rentre dans la complexité, c'est peut-être pour autre chose, mais c'est encore une fois un système dans le système. Et bah forcément, si j'ai un corps araignée mais que j'ai des grosses masses musculaires, bah dans l'eau, ça va être encore plus handicapant que quelqu'un qui sera potentiellement en termes de poids, tout du moins, qui aura la même longueur de corps que moi, mais qui aura des masses musculaires peut-être un peu plus réduites. Donc c'est toujours pareil, il faudra adapter la technique, etc. On peut en discuter très longtemps, mais extra. Alors passons à l'opposé. Bah voilà une araignée parmi d'autres. Hein, Kevin Durand, là, lui, c'est vraiment la caractéristique. Regardez le centre de masse où il est placé. Lui, c'est un aérien type araignée. Ouais. Alors maintenant, passons à l'opposé avec notre ami l'hippopotame. Voilà, une belle image d'hippopotame. Et puis, je vous propose de regarder celui-là qui est certainement le prince qui était adulé dans son pays d'adoption, la Turquie, Naiman Soleimanoglu. Et on regarde, voilà, champion d'haltérophilie. Et alors, on vous le présente aussi pour que vous puissiez voir surtout la forme de son corps. Vous voyez, c'est corps très ramassé, très rablé, avec des masses musculaires. Donc, la caractéristique du sportif, mais c'est vrai pour toute personne plutôt hippopotame, c'est lesquels? C'est quoi les caractéristiques de ces corps? La caractéristique majeure d'un hippo, en fait, c'est clairement une masse centrale vraiment volumineuse, souvent un bassin large, un tronc long et des segments corporels courts, alors le haut et le bas. La Naiman Soleimanoglu, c'est une petite catégorie de poids en plus, donc du coup, on peut lui autoriser d'avoir, par exemple, dans ce membre inférieur court, il y a quand même un fémur qui domine la jambe, donc on pourrait se dire, un fémur long, c'est souvent moins propice qu'un fémur court pour fléchir, mais il est tellement petit en taille, je crois qu'il devait faire 1 mètre, je ne vais pas dire de bêtises, même pas 1m60, que quelque part, c'est pas un vrai problème pour lui que d'aller chercher une barre en bas qui est lourde, versus quelqu'un qui aurait une longueur de fémur comme lui, mais qui aurait une taille supérieure, parce que cette personne-là devra se pencher un peu plus. Donc l'hippo, en fait, il est très fort pour aller chercher quelque chose d'en bas et pour l'amener en haut. En plus, comme il a un membre supérieur court, développer une charge au-dessus de la tête, regardez ses bras, ils sont pas très longs, c'est pas très compliqué puisque la distance à parcourir, elle est moins que quelqu'un qui aurait un membre supérieur long. Donc c'est des choses qui peuvent paraître évidentes, mais qui dans la performance aujourd'hui sont parfois oubliées et surtout sont déterminantes en fait, parce que tu parles souvent de ça à travers les motricités. Ce que veut le système, c'est l'efficience. Or, l'efficience, ça passe également par jouer sur la longueur des leviers. Et un bras long, il va falloir forcément, qu'on le veuille ou non, pousser plus longtemps que quelqu'un qui a un bras court pour un même geste.
Donc on pourrait presque dire que l'hippo, c'est un corps tronc qui est facile à soulever les charges, donc à générer de la flexion puis à soulever les charges, alors que l'araignée, c'est plutôt un corps jambe qui est facile à faire du rebond, mais beaucoup plus de difficultés à faire justement de soulever de charges. J'ai à peu près juste c'est clair. Ça. Voilà, ouais. Une araignée, ça veut pas dire. Mais si on regarde au plus haut niveau mondial, si on monte un peu même dans les catégories de poids, donc les poids lourds, parce que pour le coup on voit vraiment des grandes tailles, donc on voit parfois plus de différences corporelles. Il y a quasiment aucun poids lourd qui a dans la catégorie lourde haltéro, ils ont tous des fémurs courts. Donc ça veut dire qu'en fait le fémur c'est l'os déterminant de la flexion. Donc par définition, plus mon fémur est long, plus mon centre de gravité va être en arrière, et du coup plus pour m'équilibrer, je vais devoir compenser. Et quand j'ai une charge au-dessus de la tête, j'ai pas forcément envie de tomber avec celle-ci. Donc chez les haltéros très lourds, le fémur court, c'est quand même mieux que le fémur long. Donc tout ce qui est araignée, c'est moins propice à soulever de la charge au-dessus d'une tête. Déjà la masse elle est plus basse, et puis il faut l'amener tout en haut et c'est plus complexe. Bien évidemment, si je viens m'inscrire maintenant dans les professions, là on est dans les professions sportives, si je viens m'inscrire aussi dans les professions médicales, mais c'est valable aussi pour les professions sportives, bien, dans la formation, on va aussi expliquer combien, déjà on va les calculer, c'est-à-dire on va les mesurer pour chacun de nous, nos longueurs de fémur, longueur de jambes, longueur de tronc, et puis on va aller maintenant dans chaque type d'exercice expliquer combien un squat pour des gens qui ont des grandes jambes, ou alors qu'on a un long fémur, eh bien, ça va pas prendre la même forme de corps qu'un squat que pour des gens qui sont plutôt en type hippo avec un petit fémur. Donc, on va venir, parce que c'est le principe de la formation, individualiser le rapport au mouvement, le rapport aux blessures, puis au rapport aux formes de corps qui créent de la performance en fonction de ces paramètres anatomiques, tout en donnant le protocole pour venir expliquer, pour pouvoir se classer en disant je suis plutôt de ce type plutôt que d'un autre type. T'arrives, c'est tout bon pour l'hypo ou alors tu as d'autres éléments à venir? Non, en entrée de, si j'ose dire, en amuse-gueule, c'est pas mal. Ok, alors ce que je propose, c'est que maintenant on a donné les deux grandes tendances. Bien, je répète, on va chaque fois venir séquencer des types de formes globales du corps. Et puis après, on va donner des éléments beaucoup plus précis avec des systèmes de mesure et puis après avec des protocoles d'action, type de consignes, protocoles d'action dans chacun des métiers du sport et puis de la santé dans cette formation. Ok, alors maintenant on a dit l'essentiel, il y a beaucoup de questions, donc on va répondre tout bientôt aux questions. Je vous présente deux autres hippos. Voilà, c'est un sportif qu'on aide dans sa prépa physique, qui s'appelle Jonathan Lamy. C'est un des deux seuls Français à avoir fait en 24 heures l'Everest et puis le 8000 mètres qui est juste à côté. Et quand il est venu, lui, il générait ici au labo, il générait son entraînement de manière très intuitive. Alors, c'est une motricité très terrienne. On trouve plus d'hippos chez les motricités très terriennes. Attention, j'ai pas dit que les hippos étaient seulement chez les très terriens, mais c'est toujours, on raisonne en probabilité. Donc, on trouve plus d'hippos dans les motricités très terriennes. Lui, c'est la motricité la plus terrienne, qui générait spontanément, intuitivement, un entraînement qui n'était pas du tout basé sur la vitesse. C'est un entraînement qui jouait d'abord sur le volume. Donc, il calculait la quantité de dénivelé, il faisait beaucoup de dénivelé dans sa préparation pour l'Everest, beaucoup de force et puis beaucoup de gainage. Donc, en fait, quand on voit son corps, quand on comprend sa motricité, on voit que c'est des corps, moi que j'appelle corps-volume, mais il faut le prendre en termes physiques du terme, c'est-à-dire c'est des corps qui viennent plutôt générer du volume musculaire et des types d'entraînement plutôt basés sur le volume. Vous savez, c'était ces anciennes méthodes d'entraînement. Maintenant, on dit que c'est pas bien, mais en fait, pour ces corps-là, c'est super bien, qui sont d'abord basés sur une pyramide dans laquelle il faut faire une base et la base de la pyramide, c'est le volume. L'intensité est absolument secondaire. Le volume, que ce soit un volume pour générer de l'endurance, pas vite, et que ce soit un volume basé sur un travail de force, et bien dans les deux cas, c'est ce qui matche bien dans la préparation de ces sportifs. Donc lui, Jonathan, même avant déjà de venir, il avait déjà tout juste. En fait, c'était alignement complet entre sa structure, sa motricité et ses actions, donc la manière de se préparer. Juste pour vous montrer que ce n'est pas que la force que génèrent ces corps plutôt hippo. Là, voilà, vous avez un coureur qui n'est pas mauvais puisqu'il a gagné 3 fois l'UTMB. Et vous voyez ces corps plutôt rablés avec des jambes qui ne sont pas très grandes chez Xavier Thévenard. Donc, on peut gagner l'UTMB en étant d'AN avec une motricité plutôt
sauterelle ou araignée. Et puis on peut gagner l'UTMB en étant Xavier Thévenard, en ayant un corps plus hypo. Donc il y a plusieurs bonnes manières d'être bon. Maintenant, en moyenne, pour aller vers de l'ultra et du volume très important, de l'endurance très importante, eh bien, on s'attend plutôt à voir apparaître des motricités terriennes et des corps un petit peu plus hypo. Donc voilà, ça c'est notre curseur des motricités. Et en dessous, eh bien, on a un curseur de l'anatomie qui ne donne pas des obligations, qui donne des corrélations, des grandes tendances, des grands effets de probabilité. Voilà pour ce contenu. Je termine juste, puis après on prend vos questions parce qu'il y en a, elles sont assez nombreuses. Sur cette formation qu'on donne, alors c'est une formation qu'on donne Mathieu et puis moi, qui est destinée, c'est une formation de 2 jours, qui est destinée aux professionnels de la santé, les kinés, les podos, puis aux professionnels du sport, les prépas physiques, les entraîneurs. C'est une formation qui, dans chaque demi-journée, allie des temps théoriques et des temps pratiques, avec des protocoles de mesure, avec des mouvements qui correspondent plus à certains types anatomiques qu'à d'autres. C'est une formation qui fait le lien entre les préférences motrices et puis ce qu'on va appeler des préférences anatomiques, et puis qui débouche sur des actions concrètes en lien direct avec les contraintes que ça opère sur le corps. Quels sont les risques si j'ai une tendance à avoir un fémur plus long et puis un appui plus avant-pied, par exemple. Donc, il y a à la fois le versant santé, puis à la fois le versant performance. Donc, on voit les protocoles de mesure, on voit les curseurs à la fois de motricité et puis d'anatomie, et on voit les interventions par métier. C'est quand? C'est le 17 et le 18 juin pour la première. Et puis, alors j'ai juste le truc qui m'est caché. En fait, j'arrive pas à lire. Je vais me l'enlever. J'arrive pas à lire la deuxième date. Le 4-5 novembre. 4-5 novembre. Merci beaucoup. Ça coûte, comme toutes nos formations, en fait, 590 € pour les 2 jours. Et c'est prise en charge FIFPL pour les professionnels qui cotisent au FIFPL. Voilà, 17-18 novembre. Voilà. Je vous le mets d'ailleurs, il y a une notification. Il reste que 10 places. Il y a déjà, en fait, on limite à 30 places. On a lancé la formation il y a un peu moins d'un mois, je crois, ou quelque chose comme ça. Et en fait, sur les 2 formations, on a déjà 20 places de prise. Donc, il reste juste 10 places. Donc, si ce qu'on vous raconte vous intéresse et que vous voulez y participer cette année, parce qu'il n'y en aura que 2 cette année, eh bien, c'est maintenant. Il y a un risque d'ici quelques heures, il y a plus de places disponibles. Voilà. Je vous publie la notification. Normalement, à côté du chat, là, vous avez un onglet notification qui doit vous apparaître. Si vous voulez vous inscrire, vous cliquez dessus et puis vous pouvez vous inscrire dès ce soir. À partir de demain, on met en replay cette webconf. Voilà. Alors, ce que je propose maintenant, c'est que on passe à l'ensemble des questions. J'ai vu plein de questions super intéressantes. Alors, on va les prendre les unes après les autres. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Voilà. Alors, pendant que tu cherches, j'en ai vu une. Moi, j'ai vu Caral qui posait la question, est-ce que l'on peut être hypo et aérien et vice-versa, aérien et terrien? Tout à fait. L'exemple dont on avait évoqué, je parle à Karl, on a un aérien qui est connu en tant que tel, donc par exemple Stanislas Wawrinka, qui est un aérien en pied et qui a clairement un corps d'hypo. Donc la différence avec quelqu'un qui aura une motricité semblable à la sienne, c'est à l'observable au niveau du mouvement, Wawrinka va peut-être produire un peu moins de rebond, un peu moins d'énergie vers le haut, et donc à l'observable peut-être un poil plus de flexion que quelqu'un qui aurait un corps araignée et qui aurait un profil moteur identique. Voilà pour l'illustrer peut-être sans vidéo. L'un peut être comme l'autre, sans problème. Alors, une autre manière de le dire, c'est qu'il y a rarement des obligations. Il y a des probabilités. Mais quand même, je vous l'ai dit, si vous me trouvez une personne qui a des jambes très courtes, des grands pieds, déjà rien que ça, des jambes très courtes et des grands pieds, et puis qui court avant-pied, présentez-moi-le, ça m'intéresse. À l'inverse, donc ça veut dire que là, il y a très peu de probabilité. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis que la probabilité est extrêmement faible. À l'inverse, des gens qui ont une tendance à avoir une masse musculaire moyenne, des grandes jambes,
ben, vous pouvez trouver ça à la fois chez des aériens, puis à la fois chez des terriens. Donc il y a parfois les éléments, les contraintes anatomiques ne sont pas suffisantes pour obliger le mouvement, et parfois elles deviennent tellement denses que ça va obliger le mouvement dans la majorité des cas. Donc ça, on l'évoque en fait dans la formation. Dans quel cas, dans quel type de rapport, eh bien, on va avoir des tendances qui vont être très fortes. On le voit par exemple typiquement sur des corps qui ont, je ne vais pas parler cette fois, je vais prendre une forme géométrique, des corps qui ont une forme plus losange. Donc vous prenez des épaules un peu plus étroites, un bassin un petit peu plus large, et puis vous voyez l'angle des jambes qui vont opérer selon ce système-là, avec les angles Q qui reviennent comme ça. C'est extrêmement peu probable, possible mais très peu probable que vous ayez une motricité aérienne avec ce type de corps. Là, pour l'instant, on vous parle en plus que de l'anatomie. Hein. On n'a pas parlé des formes de ce qu'on évoquera dans la formation, des formes de muscles qui ne sont pas les mêmes entre une motricité et l'autre. Donc, il faut bien penser que parfois, l'élément anatomique, bassin large, c'est beaucoup plus souvent un système de la poulie. Ce serait bizarre de faire un bassin large pour se dire qu'on va rebondir. Et donc, c'est beaucoup plus probable de voir, si vous voyez une personne avec un bassin large, la probabilité que vous ayez des éléments terriens, elle est plus importante. Mais bien évidemment, ça reste une probabilité. On ne va pas faire l'erreur de dire que tous les pieds creux, ils sont faits pour rebondir. C'est jamais aussi simple que ça. Là. Mais au moins, en ayant ces probabilités, ça vous permet de venir, quand vous réfléchissez à résoudre un problème, par exemple une blessure ou comment on peut amener à progresser encore, à pas faire des contresens. Là, par exemple, dans la mode du courir avant-pied, combien de fois on a vu, par exemple, des femmes bassin large, petites jambes, à qui on a expliqué qu'il fallait courir avant-pied. C'était quand même régulièrement, pas une catastrophe, mais quelque chose qui était plutôt pas positif, quoi. C'était juste s'abstraire complètement de ce qui était présent devant nous et qui était une compétence, la compétence à l'ancrage avec un bassin qui est fait pour un système d'ancrage. Alors, je ne sais pas si tu as d'autres questions, je te laisse déjà. Je lisais pendant que tu expliquais. Il y a Sébastien qui demande si on est terrien, donc normalement on a une aptitude à produire de la masse, mais qu'on a un corps type araignée, a-t-on peu de capacité à développer de l'hypertrophie? Ou bien est-ce que le système terrien peut prendre le dessus, mais que cela peut prendre énormément plus de temps en comparaison à d'autres formes de corps? Alors c'est une question qui est intéressante, mais effectivement tout dépend déjà de ce qu'on caractérise par hypertrophie, parce que l'idée c'est de faire du culturisme au plus haut niveau ou juste prendre de la masse musculaire. Donc si c'est juste prendre de la masse musculaire, de mon point de vue ce sera possible. Après les longueurs musculaires interviennent, c'est ce que tu disais à l'instant, on n'en a pas parlé. Secondairement ensuite, est-ce que le système terrien va prendre le dessus? C'est toujours je ne sais pas ce que tu en penses, mais de mon point de vue, ce sera toujours un échange entre deux. Au moment de produire si on prend l'exemple typique du squat, on va produire de la flexion avec un corps araignée. Même si je suis terrien dans ma préférence, automatiquement, le fait d'avoir des membres inférieurs longs sont toujours moins propices à l'expression de force que quelqu'un qui aura la même taille que moi, mais qui aurait des membres inférieurs plus courts. Donc, le système va peut-être produire de la flexion à l'identique, mais avec plus d'énergie, ou bien il va peut-être fléchir un petit peu moins parce qu'à un moment, ça devient un peu moins stable pour lui. Mais il pourra développer de l'hypertrophie. Après, si c'est du culturisme, au plus haut niveau mondial dans le culturisme, il y a rarement des araignées quand même. C'est plutôt des corps plus tassés, plus hippos, plus gorilles à la rigueur, et encore. Mais c'est rare, les araignées. Donc, si vous êtes avec un corps araignée et puis que vous soulevez à l'arraché 100 kilos, peut-être que vous pouvez dire que vous êtes le champion du monde des araignées. Je sais pas, peut-être qu'il y aura des nouvelles catégories qui vont apparaître. Alors, il y a Vincent qui nous dit « J'hallucinais en voyant mon ami Steven Gardiner dans ma voiture qui a une longueur de tibia ultra longue. Est-ce que ce qui lui permet de courir, entre autres, de courir de façon si singulière ?» Déjà, Vincent, c'est quand même la classe, parce qu'avoir dans sa voiture Gardiner, c'est quand même pas rien. Donc, c'est un léger champion d'athlétisme. Alors, est-ce que le tibia long va permettre de comprendre qu'il y a un appui qui est hyper dynamique? Est-ce que c'est suffisant, pas suffisant? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, sur le principe, ça, effectivement, le fait d'avoir un tibia long, on pourrait supposer que ça peut produire un appui dynamique. Après, faudrait-il voir la masse musculaire qui tapisse ce tibia. La longueur du tendon, par exemple. Forcément, il y avait un sauteur bahaméen qui avait un tendon très très long, qui dépassait 25 cm de long et qui avait été champion du monde de saut en hauteur
après 1 an de pratique. Il y avait eu des études de fait, et on s'était rendu compte, alors évidemment que c'était pas que ça, mais globalement, quasiment avec très peu d'entraînement, il avait déjà une détente sèche de 90 cm de haut. Et du coup, la longueur de ces élastiques, donc en l'occurrence la longueur du tendon d'Achille, lui avait permis de sauter haut. Donc si tu as un tibia long, mais que derrière tu n'as pas forcément, tu as une grosse masse musculaire, ça ne veut pas dire que tu vas pas sauter haut, mais il faut voir surtout un petit peu ce que tu en fais en fait de ce tibia long. Parce que le tibia, c'est un os, c'est inerte. Il faut voir les masses musculaires qui le mobilisent et puis évidemment le reste. Mais voilà, oui, ça fait un tibia long. A priori, c'est toujours propice à l'expression de la pousser vers le haut quand même. Donc Voilà. suffisant pour que tu l'aies dans ta voiture, mais pas suffisant pour expliquer qu'il soit champion du monde. Non, voilà. Alors Michael, il dit salut les amis, quels sont les ratios endomorphes et autres morphotypes? Donc, alors pour le traduire d'une autre manière par rapport à ce qu'on a présenté, est-ce qu'on peut sortir des ratios d'hypo? Est-ce qu'on peut sortir des ratios, par exemple, pour ne prendre que ces deux-là, hein, dans la formation on en voit plus, mais d'araignées? Alors sur pareil, les ratios, moi je n'ai pas de statistiques, si c'est ce que veut dire en fait. Je sais plus, pardon, c'est Mickaël qui a posé la question. Mika, ouais. Oui, voilà, Mika. C'est un Je n'ai peu pas de d'homme, ratio. hein, c'est ça. Hein. Ouais, je n'ai pas de ratio en fait. Je pense que c'est, je saurais pas te dire. Je pense pas qu'il y ait plus d'hypo, qu'il y ait plus que d'araignées. J'ai pas de statistiques. Je pourrais pas te donner une réponse fiable avec certitude. Ce que j'aurais quand même tendance à dire peut-être, c'est que plus un corps est petit sur le plan de la hauteur, déjà plus les nuances morphologiques ont tendance à être moins flagrantes, et donc peut-être plus on va se diriger vers des corps de type hippo. Donc voilà, à l'inverse, plus un corps va s'allonger, plus en général, mais encore une fois les généralités elles ont leurs limites, mais grosso modo on va tendre vers quelque chose qui est plus filaire, donc plutôt de l'araignée. Après, il faut voir, quand les corps sont filaires, est-ce que c'est l'extrémité distale, donc les avant-bras ou les tibias qui ont poussé plus que les extrémités proximales, c'est-à-dire en l'occurrence ou le haut du bras, l'humérus, ou le fémur. Voilà, on voit des nuances dans les nuances, mais j'ai pas de ratio, enfin j'ai pas de statistiques. Bon. En moyenne, nous, ce qu'on observe de nouveau, hein, je fais attention avec les statistiques, mais que, en fait, tu as des types ethniques. C'est ce qu'on évoquait. Hein. En fait, il faut bien comprendre que pour une bonne part, très certainement, nos formes de corps dépendent sur plusieurs générations de principes de sélection aux contraintes de l'environnement. Et si on regarde un environnement plutôt caucasien, c'est un environnement très peu contraignant en termes de température. Donc, on est plutôt dans des environnements très tempérés. Et donc, en moyenne, tu vas voir, si on prend 4 grandes catégories, on va voir que ça se répartit de manière assez homogène chez les Caucasiens. Les Caucasiens, c'est équivalent aussi pour l'Amérique du Nord, puisque c'est des gens qui sont de population européenne à quelques générations. À l'inverse, si tu vas en Afrique de l'Est, là, tu vas voir des types araignées et puis des types sauterelles, donc les types très longilignes, tu vas en avoir partout. Si tu vas dans les Andes, sur le sommet des Andes, tu vas plutôt voir des types hippo, de nouveau. Donc, il faudrait plutôt raisonner pour un type de population. Alors, c'est vrai que 95% des études, c'est à base d'un homme caucasien. Donc là, on en sait un petit peu plus. Mais voilà, il suffit d'aller regarder des grandes ethnies pour se rendre compte que les types morphologiques, puis aussi les types moteurs, sont pas tout à fait répartis de la même manière selon l'environnement dans lequel j'ai vécu. Exactement. Je me permets de rebondir sur ce que tu dis. Là, la chose qui est intéressante aussi sur les morphologies, c'est que autant les longueurs segmentaires, donc le fait d'être plutôt hippo ou d'être plutôt araignée, on sait maintenant que c'est. Il y avait eu des études qui avaient été faites dans les années 70-80 par Tanner et qui disaient que grosso modo 45-50% étaient liés au patrimoine génétique et que le reste c'était l'écosystème, donc l'environnement psychosocial. Il avait fait des tests et des études, notamment sur 2 jumeaux, qui étaient dans un environnement et l'autre qui était dans un autre. Il avait constaté, donc des jumeaux monozygotes, donc même code génétique, 8 cm d'écart. Alors qu'à l'inverse, les ratios des longueurs musculaires l'un par rapport à l'autre, c'est-à-dire le pourcentage par exemple de longueur d'un quadriceps chez l'un par rapport à l'autre, était grosso modo le même. Donc il en avait conclu quoi? C'est que la morphologie d'un corps musculaire, c'est les longueurs musculaires sont à peu près stables quel que soit le lieu, alors qu'à l'inverse, les longueurs osseuses diffèrent. Donc c'est ce qui peut expliquer effectivement, comme tu dis, dans certains écosystèmes, que certains corps sont plus ou moins longs et d'autres plus ou moins tassés, ça c'est pour la thermorégulation, mais également effectivement s'ils sont soumis au stress ou pas, s'ils sont dans un environnement propice ou
à ce que le système nerveux puisse se développer. Au contraire, il va se mettre en mode survie et il va ne s'occuper que des tâches, on va dire, essentielles pour durer, quoi. Alors, il y a Michael qui dit « Une morpho égale un sport », point d'interrogation. Alors peut-être, Michael, en première réponse, je dirais de quel sport on parle. Historiquement, déjà dans l'analyse des sports, on va parler de sports qui sont dans des environnements ouverts et d'environnements fermés. Par exemple, l'haltérophilie, on dirait que le type de contrainte sur un type anatomique et sur un type musculaire est beaucoup plus important que si je décide de faire footballeur. C'est-à-dire, je peux être un très bon footballeur en étant Messi et puis en étant Zlatan. Alors, j'ai pas des corps qui se ressemblent tout à fait. Donc, il y a des environnements qui sont plus des environnements techniques dans lesquels, finalement, les types de mouvements, les manières d'arriver à la haute performance dépendent de très peu de critères anatomiques. À l'inverse, à partir du moment où je décide de mettre un panier de basket ou alors un filet de volley à 2,50 m à peu près, il vaut mieux que je sois un petit peu plus grand, ou on l'a dit pour la gymnastique. Donc, une morpho, un sport dans des sports plutôt qu'on appelle fermés, c'est-à-dire très contraignants sur des qualités physiques ou sur des critères anatomiques. Et ça, pour le haut niveau, parce que c'est aussi Michael qui dit, est-ce que c'est vrai pour tous les niveaux? Enfin, je peux faire 2 mètres et puis adorer la gymnastique. Je peux avoir des jambes toutes courtes et puis adorer faire de la GRS, par exemple. Je ne serai jamais sélectionné dans une équipe nationale parce que les contraintes associées, même esthétiques, parce que ça rentre en compte dans ces sports, feront que de toute façon on ne prendra pas, mais rien ne m'empêche de pouvoir le faire. David juste précise lui que pour le basketball ça va dépendre des postes. Ben voilà, David, c'est tout à fait ça aussi, un type si tu es alors là, tu l'évoques pour le baseball parce que tu es spécialiste de baseball, mais on peut l'opérer par exemple pour le rugby. Il est évident qu'entre un ailier et puis un pilier, même si tout le monde doit être capable d'un peu tout faire, c'est quand même pas les mêmes niveaux de contraintes. Un ailier doit être capable de générer de la réactivité d'appui, de maintenir de la vitesse sur des longues distances, alors qu'un pilier doit être surtout capable de porter du poids. Donc on a plus de probabilité de voir un corps hypo chez un pilier, et puis de voir un corps qui est un petit peu plus réactif, un petit peu plus en tendon, un petit peu plus araignée, même s'il n'y a pas forcément des grandes jambes, dans le cadre d'un ailier. Donc, bien évidemment, quand on parle de la contrainte de l'environnement, on parle aussi de la contrainte liée au poste, et pas seulement au sport en tant que tel. Tu me dis, si tu veux ajouter quelque chose, n'hésite pas. Non, je t'entends. Je lisais en même temps les questions. Mathilda qui a une question super intéressante là. C'est pas que les autres n'avaient pas une question intéressante, c'est aussi très intéressant. Attention. Mais Mathilda nous demande le fait d'être araignée, est-ce que ça peut jouer sur la posture en statique, notamment sur les hyperlordoses? La question qui tue. Merci Mathilda. Tu peux revenir en seconde. Oui, effectivement, c'est une bonne question. Après, l'hyperlordose, donc une accentuation de la cambrure lombaire, oui, effectivement, ça peut jouer dessus. Après, je dirais qu'il n'y a pas que ça, parce que c'est plurifactoriel. Il faut envisager en fait les formes de corps comme une tour à différents étages, en fait. Donc, parfois, quand il y a hyperlordose, alors encore une fois, c'est plusieurs facteurs, mais c'est peut-être que des étages sous-jacents n'ont pas réussi à compenser, ou au contraire sont faits de telle sorte que pour garder le corps à la verticale, la personne a besoin de se cambrer. On va parler simplement. Donc oui, on peut retrouver ça chez les araignées, mais on peut également retrouver ça chez les hippos ou chez les chez les gorilles, enfin quel que soit, il y a sauterelles. Enfin, je pense qu'on peut retrouver ça un petit peu dans tous les morphotypes. Après, ça dépend effectivement de qu'est-ce qu'on a autour, est-ce que c'est alors en statique comme en dynamique, c'est valable. Il y a plein de paramètres qui pourraient expliquer ça, mais l'araignée peut effectivement avoir on peut retrouver de l'hyperlordose, effectivement, parce que c'est tout un corps d'extension. Donc peut-être si j'avais à répondre, enfin pour ma part, je dirais qu'il n'y a pas de relation. En fait, si on fait une relation entre les types de positionnement du bassin et puis par exemple les types moteurs, et puis là on peut aller après sur les types anatomiques, les personnes qui ont le bassin le plus antéverse et les personnes qui ont le bassin le plus rétroverse, c'est les terriens. Donc des gens qui ont des corps un petit peu plus compacts. À l'inverse, on va le comprendre par rapport au mouvement, à la manière de générer de la force. À l'inverse, les corps un petit peu plus aériens, si on accepte cette relation entre anatomie plus filaire et puis mouvement plus aérien,
Ce sont des corps qui viennent générer une force à la verticale. Pour avoir une force à la verticale, il vaut mieux avoir un alignement de ces articulations. Et donc, on voit plutôt des gens terriens antéversés, qui sont ce qu'on appelle des pousseurs. Donc, c'est des gens qui vont générer une force horizontale en poussant jusqu'au bout des orteils. Et on voit des terriens qui souvent sont les plus terriens, qui sont de type rétroverse. Et si le bassin il est rétroverse, c'est bien que mon pied va aller agripper le sol en avant et ensuite il va tirer. Et donc, on a plutôt des bassins qui viennent, des mouvements qui viennent s'horizontaliser avec des masses du bassin qui viennent aussi s'horizontaliser et des mouvements qui se verticalisent avec des masses du centre qui viennent se verticaliser. Donc, à mon sens, Mathilda, je dirais aucune relation pour moi. Ça n'empêche pas qu'une personne le soit, mais pas de relation, même pas de relation de cluster, donc de groupe. Une question, je vois, de Marc-Édouard. Quels sont les risques de blessure d'être hypo et aérien et inversement araignée et terrien? C'est intéressant, ça, comme question. Excuse-moi, tu peux juste répéter? Ouais, pardon. La question de Marc-Édouard. Quels sont les risques de blessure d'être hypo et aérien et inversement araignée et terrien? Alors, je peux peut-être déjà répondre pour la première relation. C'est une tendance. Porter des masses, c'est aller en flexion. Si vous décidez de porter plus de masse et d'aller en extension, c'est que vous avez décidé dans votre vie que vous vouliez dépenser plein d'énergie. Puis en général, un système vivant, il essaie d'être un minimum optimisé. Donc on le voit beaucoup, nous, chez des coureurs. Les coureurs, des fois, parce que tu l'as évoqué, il y a des tendances de coureurs massifs et puis qui sont aériens. Et on voit que ça crée chez la personne, chez le patient ou chez le coureur, une espèce de double questionnement, comme si on avait un système nerveux qui voulait être léger, puis en même temps, j'ai ce corps qui est plus massif. Et où la personne, dans ce cas-là, vient plutôt accepter, c'est difficile de le dire comme ça, mais vient plutôt respecter son effet masse. Et pour sa motricité terrienne, il va diminuer la quantité d'oscillation. Et là, il a moins de probabilité de se blesser. Ou alors, il se met à osciller, et comme il le ferait dans un cadre de quelqu'un qui est léger, et là, alors l'aponévrose, surtout s'il va chercher avant-pied, l'aponévrose, le tendon d'Achille, le mollet vont prendre grave. Voilà. Il y a une claire tendance, et je répète, on voit tellement de patients de ce cas-là, donc des patients type aérien, hypo, et puis qui se blessent par cette volonté d'être plus légers qu'ils le sont. Alors quand on le regarde, c'est une bonne manière d'ailleurs de voir ces relations entre anatomie et puis mouvement. Quand on regarde, nous on dit, si vous voyez un volume important qui traduise une masse importante et que dans le mouvement, la personne vous paraît léger, vous avez de fortes probabilités d'avoir un système nerveux aérien avec une structure massive. La personne vous apparaît plus léger. À l'inverse, si vous voyez une structure qui est plutôt très légère et que le mouvement vous paraît plus lourd, plus ancré, alors vous avez beaucoup plus de probabilité de voir, par exemple, une sauterelle au niveau anatomique qui est terrienne. Voilà. Dans ce cas-là, en fait, si je prends la notion de... j'espère avoir répondu pour l'hypo-aérien. Donc, en gros, c'est où il accepte ses masses et il va générer un mouvement moins oscillant, mais il peut garder en fait son équilibre aérien, mais un mouvement moins oscillant, ou alors il a beaucoup plus de probabilité de se blesser sur les structures qui viennent recevoir le poids. Maintenant, si je vais à l'inverse, la personne qui est plutôt de type motricité terrienne avec un corps araignée, pour moi, ce n'est pas des motricités qui vont développer des blessures, mais elles peuvent développer, tu l'as évoqué, des mouvements, des types de moments dans lesquels elles ne sont pas efficientes. Par exemple, aller chercher avec des grandes jambes, des appuis très longs, donc de l'amplitude, puis essayer de monter une côte en courant comme ça, vous allez vite vous rendre compte que vous allez avoir les quadris qui vont monter au plafond, et puis que vous n'êtes pas efficient. Pourquoi? Parce que vous aurez tendance à venir générer un mouvement de flexion, donc à une tendance à descendre le centre de masse dans le cadre d'une amplitude alors que vous montez. Et en fait, là, vous allez avoir une sursollicitation de vos muscles, donc un manque de rendement, un manque d'efficience.
question. Kangourou ou araignée, même combat. Michael, donc, il est en pleine forme ce soir, Michael. Moi, je dirais que je veux bien répondre à sa question. Ouais. Je sais pas si c'est Michael que je connais ou un autre, peu importe. J'ai fait un petit post récemment là sur le kangourou, qui était de mon point de vue un animal extrêmement adapté à son environnement et qui a peut-être une structure. Tu me diras ce que tu en penses, on n'en a pas parlé. Avec clairement, quand on le regarde bouger, déjà ses pattes supérieures sont quasiment pas, je dirais pas atrophiées, mais toutes petites. Et pour avancer, la seule manière qu'il a, comme il avance en bipodal, c'est de projeter ses masses vers l'avant et d'utiliser ses élastiques plantaires pour se propulser. S'il se penchait pas vers l'avant, donc il faisait pas de l'aérien quelque part, il ferait des sauts sur place, un peu comme les Maasai, sauf que du coup, il pourrait pas interagir et bouger. Donc je dirais que non, l'araignée, elle est capable de se déplacer. Je sais pas si c'était une boutade ou sérieux, mais pour moi, araignée kangourou, ce n'est pas la même chose. L'araignée est peut-être beaucoup plus adaptable sur le plan de la structure que ne le sera un kangourou. Le kangourou, pour le coup, si un kangourou terrien, ça va être compliqué. Ou alors, il va y avoir au fil des siècles des mutations avec des pieds qui vont être plus longs derrière. Non, c'est ce que j'évoquais, en fait, Michael, avec si vous me trouvez quelqu'un qui a des petites jambes, des grands pieds, et puis qui rebondit, c'est que vous avez trouvé un kangourou, mais vous n'avez pas trouvé un être humain. Pourquoi ? Parce que la longueur du bras de levier, elle est gigantesque pour permettre ce type de bond, et regardez le quadri d'un kangourou, vous allez vite comprendre que ça n'existe pas dans les mêmes proportions chez l'être humain. En fait, il faudrait une force gigantesque au niveau du quadri, et puis un pied super long pour venir générer en fait des mouvements de type avant-pied et qui donnent une foulée ample. Chez l'être humain, ça n'existe pas. Ou alors, c'est un patient que vous avez en cabinet et puis qui s'est blessé. On a qu'à voir les clowns, quand ils se déplacent avec des longues chaussures, ils sont pas du tout aériens. Non. Les cadences chez nous, vu comme on est organisé au niveau anatomique, les gens qui sont en avant-pied, c'est des gens qui généralement vont développer une cadence plus élevée. L'avant-pied ne va pas trop avec une amplitude trop importante parce que nos structures anatomiques ne peuvent pas le supporter, alors que celles du kangourou peuvent le supporter. Ouais. En parlant de protocole de mesure, existe-t-il un ratio longueur de calcanéum, taille totale entre les trois profils présentés? Alors, Nicolas, donc des ratios, là, dans la formation, on va en présenter un certain nombre. Après, moi, je ne vais pas répondre sur le ratio calcanéum taille totale. Pour le moment, on n'en est pas là. En tout cas, moi, je ne suis pas là. Je ne sais pas si tu veux répondre. Non, c'est très complexe. Après, quand on parle de calcanéum, il faut parler de calcanéum long ou court, verticalisé, horizontalisé. Il y a plein de choses qui peuvent induire. Donc, non, comme tu le dis, effectivement, il y a encore plein de choses sur lesquelles. Enfin, c'est des pistes de travail, surtout, je ne sais pas si les podos, mais ça fait encore plus sens chez les podos qui utilisent le pied comme outil. Donc, un calca long contre le cal court, ça change tout. Pour le moment, on est en train de parler déjà d'une connaissance qui est, j'espère, présente de l'intérêt, j'y vois un intérêt majeur, mais qui est une connaissance qui est naissante et dans laquelle on vient opérer les endroits où on a déjà vu des relations. Donc là, par exemple, sur la longueur du calcanéum avec la longueur de l'axe de rotation par rapport à l'arrière. Et là, ça peut prendre du sens. Maintenant, d'ici à aller à la longueur du calcanéum par rapport à la taille de la personne et opérer des ratios, peut-être qu'il faut commencer une étude là-dessus. Je propose par exemple de la faire. Alors, je propose encore, là ça fait 1h30, je propose qu'on prenne encore peut-être 2 ou 3 questions, parce que vous avez pas mal de questions, et puis qu'on puisse arrêter. Des éléments entre... Alors, Sébastien, as-tu des éléments entre morphologie et laxité? Alors, parmi les éléments structurels dans lesquels on parle beaucoup, nous, dans les formations, qui est un élément super important parce que c'est ce qu'on appelle la laxité. Ça fait partie de la structure puisque vous ne pouvez pas la modifier, c'est génétique. Quelqu'un de laxe, c'est quelqu'un qui a moins de résistance des tissus, qui va présenter plus des formes de type récurvatum, par exemple. Donc, les jambes en hyperextension, le genou va opérer un peu plus un mouvement vers l'arrière. Et donc, est-ce qu'on a une relation avec des morphologies? Alors, pour le moment, c'est dur de répondre. C'est-à-dire, on voit des morphologies, on voit toutes les morphologies avec la laxité. Simplement, on peut faire des sélections. C'est-à-dire, on voit déjà beaucoup chez les nageurs de personnes qui sont morphologiques
plutôt en tronc, plutôt en type terrien, et puis plutôt laxe. Donc là, on peut dire, tiens, dans les nageurs, c'est typiquement le cas de Michael Phelps. Dans les nageurs à haut niveau, on voit ces morphologies qui sont surreprésentées. Après, on voit aussi des gens qui ont de la laxité, qui ont des grandes jambes, un petit tronc, donc on ne peut pas faire un lien direct. La laxité, ça semble être, je vous l'ai dit, 8% de la population selon les études scientifiques. Nous, selon nos mesures, on a plus de 30% de la population de laxe. Et ça semble opérer sur toutes les motricités et sur toutes les morphologies. Donc, en première réponse, je dirais pas de relation directe. Vous pouvez expliquer les morphos par rapport au climat. Donc, Karl, tu n'as pas bien écouté. Alors, je peux leur dire, oui. En fait, c'est deux chercheurs. Au 19e siècle, il y avait énormément de recherches sur les critères anatomiques, qui ont vu des critères super importants et qui ont dit des conneries super importantes. Par rapport, par exemple, la notion de Bose-Demat, ça vient de ça. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un temps dans lequel on commençait à regarder le faciès des gens, on commençait à regarder leur corps et on allait dire quel était leur tempérament. Donc il y a eu des catastrophes. Ça a été super utilisé par des courants philosophiques tout à fait discutables. Donc c'est pour ça que, attention, anatomie égale zéro jugement. En revanche, on a tout mis dans le même panier. Il y a des choses particulièrement importantes qui avaient été trouvées, dont ces deux chercheurs, là, Bergman notamment, qui montraient que un corps, quand il veut garder la chaleur, en fait, il a une tendance à venir développer un buste long et puis à venir diminuer la longueur de ses membres. Pourquoi ? Parce que c'est des corps qui se rapprochent de la bulle. Et la bulle, c'est la surface, c'est le type de volume qui vous présente le moins de surface, donc le moins d'échange avec l'extérieur. Or, nous sommes des homéothermes, donc on a besoin de garder une température à peu près stable. Donc, le moins d'échange avec l'extérieur et le plus de volume. Donc, si vous vivez dans un environnement froid, vous avez un clair avantage à venir générer, de génération en génération, des corps plutôt bulles, donc des corps plutôt hypo. À l'inverse, les corps comme le mien, qui sont des corps plutôt longilignes, eh bien, la ligne, c'est la forme de corps qui présente le plus de surface externe avec le moins de volume interne. Donc, si vous avez besoin de balancer de la chaleur à l'extérieur, eh bien, les corps lignes fonctionnent beaucoup mieux. Vous verrez en moyenne, regardez les gens qui sont plutôt filaires et demandez-leur, attention, c'est de nouveau pas systématique, mais c'est des grandes tendances. Les gens qui ont un corps filaire, essayez de voir s'ils supportent bien plutôt le chaud par rapport au froid et vous allez voir une réponse du côté du chaud. Demandez maintenant à des corps qui sont plutôt des corps hypo, donc des corps plutôt bulles, ce qu'ils préfèrent entre le chaud et le froid, et vous allez voir que c'est des gens qui supportent beaucoup plus facilement le froid, en moyenne, comparativement au chaud. Donc il y a cette relation entre type d'environnement qui est plutôt chaud et humide d'un côté, ou plutôt sec, et puis, froid et humide d'un côté, et puis plutôt sec et chaud de l'autre côté, qui vont donner des corps plutôt à grande surface, la ligne, ou des corps, donc l'araignée, ou alors des corps plutôt à grand volume, donc plutôt hypo, quand on est dans des environnements qui sont dans des environnements plutôt froids. Je vois qu'il y a une question de Michael qui dit « Tu prends les résultats des EOS pour mesurer les membranes fait-sup ou tu mesures sur le corps ?» On peut faire les deux. C'est sûr que si tu peux avoir accès à des EOS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des examens spécifiques qui permettent de déterminer en fait les longueurs osseuses des différents segments corporels et qui marient ça avec les longueurs angulaires aussi. Donc on a beaucoup plus de fiabilité versus une radio qui a ses limites. Alors non, on peut pas proposer à tous les patients de faire des EOS, enfin dans le cadre de la prise en charge pour un patient par exemple, ou même un sportif lambda encore moins. On peut pas demander de faire des EOS à tout le monde. Donc non. Pour moi, en ce qui me concerne, peut-être avec un petit peu l'habitude, des corps araignées et des corps hypo, c'est pas difficile. Tu n'as pas besoin de d'EOS pour déterminer effectivement s'il est plutôt l'un ou plutôt l'autre. C'est comme un peu dans les motricités. Plus tu vas te rapprocher de la médiane, plus du coup, parfois les nuances sont fines. Donc, soit effectivement, je vais voir des différences, soit on peut mesurer. Nous, on déterminera avec Cyril des protocoles durant la formation. Bref, on peut travailler de différentes manières en mesurant les segments corporels, en les observant,
ou même en prenant des photos à échelle 1 et en mesurant les longueurs des différents segments. Ça, il y a plein de manières de faire, mais pas des OS à chaque fois, quoi, parce que sinon la sécu là, ils vont ils vont me tomber dessus. Donc du coup, Alors, Sébastien, comment décrire Kilian Jornet? Il est champion dans plusieurs disciplines qui sont éloignées, alpinisme, ski, marathon. Alors, Sébastien, ça dépend ce qu'on appelle éloigné. Si on raisonne en termes de qualité physique, en fait, c'est toujours une hiérarchie quand vous allez produire une performance. Donc, ce qui décrit en premier Kilian Jornet dans la hiérarchie, c'est une très forte capacité de son corps à consommer de l'oxygène. Ça a à voir avec de l'énergétique avant d'avoir à voir avec de la morphologie. Il a un corps qui est pas très marqué ni dans un type ni dans un autre, une motricité qui est pas très marquée, c'est plutôt un adaptable dans sa manière de bouger. En revanche, il a une consommation maximale d'oxygène qui a été mesurée à 92 millilitres par minute par kilo. Là, c'est juste exceptionnel, sachant que la moyenne de la population, c'est à peu près 35. Et puis qu'un sportif à 80, c'est déjà un champion, quoi. Donc lui, ce qui le caractérise, c'est que dans tous les sports d'endurance, donc qui demandent de l'endurance, qui dépendent de la capacité à consommer l'oxygène, eh bien, il va être fort. En revanche, sur 100 mètres, c'est moins gagné. Certainement, on peut pas être fort de partout. Allez, peut-être, je sais pas si tu as vu une dernière question, je suis désolé, on n'arrive pas à tout répondre, mais au moins une dernière. Y a-t-il de paramètres au niveau du bassin? Mathilda, peut-être, si ça va. Les réflexes archaïques, donc je vous ai présenté ce qu'on appelle la pyramide de l'action, anatomie, mouvement primitif, ce qu'on appelle les réflexes, mouvement préférentiel, les préférences motrices, et puis ce que je fais dans la vie. Et je vous ai dit que quand on intervient, on cherche à faire en sorte que ça s'aligne par rapport à l'objectif de notre sportif. Et donc, là, la question de Mathilda, c'est est-ce que des mouvements automatiques de type réflexe, ils peuvent influer sur la longueur du calca? Mathilda, tu vas loin. Peut-être tu vas très 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 loin. Je peux pas dire trop loin. Je peux juste dire que tu nous poses une question à un endroit qui nous dépasse. Moi, en premier instant, je dirais on ne sait pas pour le moment. Ça paraît peu probable, mais la réponse c'est on ne sait pas. J'ai déjà dit, hein, il y a des éléments qu'on va amener qui sont des éléments tout à fait novateurs. Je peux vous en donner, par exemple, qu'on n'a pas du tout évoqué. Il y a plein de techniques pour venir grimper en montagne. Vous faites un trail et puis on va vous expliquer qu'à tel moment il faut courir, à tel moment il faut marcher. Déjà, vous allez repérer que si vous êtes plutôt au type araignée, donc vous avez des grandes jambes et puis des petits muscles, il y a peut-être plus de probabilité que vous marchiez un petit peu plus vite, surtout si vous avez un mouvement ample, parce que c'est super pas efficace de faire de l'amplitude avec un corps de type araignée dans une montée. Donc, première réponse sur les manières de faire de mouvement. Après, une fois que je marche, vous avez toutes les théories. Des théories qui expliquent que mes bras, il faut que je vienne appuyer mes bras sur le genou. Il y en a d'autres qui vont dire non, sur les genoux, c'est pas terrible, il faut le mettre sur les cuisses. Puis il y en a d'autres, vous allez regarder marcher, ils vont mettre en fait les bras au niveau du bassin. Eh bien, calculez la longueur des bras par rapport à la taille du corps et vous allez voir que les gens qui ont des bras un peu plus longs, c'est des gens qui arrivent juste quand ils se penchent à mettre tout de suite les bras au niveau des genoux. Donc, il y a des grandes incidences. Vous voyez, ça, je pense que ça n'a jamais été écrit. Et donc, il y a des grandes incidences sur les éléments anatomiques pour venir expliquer des manières de bouger plus efficaces et moins indolores. En revanche, est-ce qu'on est à l'étape de pouvoir dire, parce que j'ai tel réflexe de Moreau ou quoi que ce soit d'autre, je vais avoir un calcanéum un peu plus grand? Pour le moment, ça s'appelle de la science-fiction. Voilà. On n'en sait rien du tout. Donc, malheureusement, Mathilda, je suis désolé, tu nous poses des questions auxquelles on n'est pas encore en compétence à pouvoir répondre. Ce qui ne t'empêche pas de pouvoir en poser d'autres. Hein, voilà. Voilà. Ce que je propose, c'est qu'on arrête là. J'espère que vous êtes toujours aussi nombreux, donc j'ai le sentiment que ça ne vous a pas déplu. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour votre confiance. Pour ceux qui le souhaitent, donc, il doit rester quelques places, pas beaucoup, mais on vous propose de vous retrouver au mois de juin ou alors au mois de novembre pour cette formation qu'on donne ensemble sur qu'on a appelé Anatomie pour le mouvement. Mais vous comprenez bien, c'est lien anatomie et puis donc lien entre structure et puis fonction, entre notre anatomie et puis nos manières de bouger, à la fois
avec des protocoles, des relations pour le soin et pour la performance. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux et puis d'être encore là à cette heure tardive. Merci beaucoup, Mathieu. Bah, merci à toi, Cyril, c'était un plaisir. Puis effectivement, merci à vous tous d'être venus nous écouter, nous soutenir, c'est toujours sympa. Et puis de poser vos questions. L'idée, c'est justement de pouvoir échanger avec le plus grand nombre. Donc, c'était top. Et puis, à tout bientôt. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Au revoir à tous. Merci, bonne soirée.